j'ai vu ni France-Brésil, ni France-Italie. Voilà. Tiens donc. Waouh. Je peux te résumer ce que j'ai vu de France-Brésil. Et j'étais en train de jouer à la Super Nintendo. J'ai descendu l'escalier, je fais 2-0 pour la France, je suis remonté. Et le côté politique, c'est tellement hypocrite. Tu les vois comme ça, mais t'as envie de dire, mais déjà, t'es qui pour fixer des objectifs de médaille? La culture du sport en France, c'est que c'est du romantisme. Est-ce qu'on le siffle maintenant ou est-ce qu'on le laisse s'installer? Déjà, bonsoir. Notre travail, c'est de leur permettre de jouer les compétitions dans les meilleures conditions possibles. Et en l'état, ça ne sera pas possible. Il n'y a pas de turnover. Et c'est peut-être là qu'il y aurait une solution, ce serait peut-être d'imposer un espèce de nombre de matchs maximum Par joueur. Par joueur. En finale, j'avoue que j'étais derrière Kylian comme si c'était mon fils. Salut à tous, salut les amis, ravi de vous retrouver sur la chaîne Twitch d'RMC Sport. C'est votre rendez-vous tous les lundis à 19h, le RMC Sport Club. Alors non, je ne suis pas Lemuel. C'est fou. Tu es Guillaume normalement. Private joke. À la cantine. J'ai pas. Elle a perdu son badge et ils l'ont confondu avec un Guillaume. Voilà. Ah ouais? Eh oui. Comment peut-on me confondre avec un Guillaume? C'est ça la véritable C'est pas. question. Bah, t'as une tête de Guillaume, je pense que le chat validera. Salut au chat d'ailleurs qui est avec nous évidemment comme tous les soirs. Vous le savez, c'est 3 thèmes principaux qu'on va évoquer dans la soirée tous ensemble. Normalement on est 3, enfin vous êtes 3 à m'accompagner sur le canapé. Déjà Loïc et Sacha qui sont avec moi. Salut les gars. Salut Flo, salut tout le monde. Tout va bien? Très bien. Ouais. En fait, je suis très honoré d'être à côté de Loïc. J'avoue que je suis un peu J'ai cru que tu allais intimidé. dire en face de moi, mais même pas. Non. Désolé. Voilà, Pardon. vous êtes tout le temps à côté l'un de l'autre pour l'UFC, pour C'est tout. ça. Vous C'est êtes vrai qu'on presque. travaille un peu trop ensemble. Ouais, c'est compliqué. Et je disais, on n'est que 3 et non pas 4 en plateau, parce qu'il y a Elton qui doit nous rejoindre évidemment tout à l'heure. Tu Ok. lui diras, tu lui diras. Ouais, mais t'inquiète pas. Légèrement en retard. Elton, T'inquiète pas, il ce sera bien soir, reçu. Il doit arriver, d'ici 20 minutes maintenant. Il s'est dit, il y a un super thème foot ce soir, parce qu'on va se poser la question de savoir si les footballeurs sont prisonniers de leur sport aujourd'hui. Pourquoi on parle de ça? Évidemment, parce qu'il y a cette menace de grève, vous le savez, avec les calendriers qui deviennent complètement infernaux pour les joueurs. Est-ce que la grève peut être une solution? C'est la question qu'on va se poser. Et puis l'autre thème, ce sera avec lequel on va débuter dans quelques instants. La France est-elle un pays de losers en termes de sport? Waouh, On n'a pas peur, tu vois, on pose les débats qui fâchent, tu vois. Les termes sont vraiment épicés. Les termes sont lâchés, surtout. J'aime bien, voilà. j'aime bien. Et puis le rendez-vous qu'on attend tous dans RMC Sport Club, le top 5, évidemment, ce soir. Je vais vous demander quelles sont vos 5 plus belles émotions sportives. C'est très subjectif finalement. D'ailleurs, dans le chat, dites-nous un petit peu les 5 événements sportifs qui vous ont fait vibrer dans votre vie. Ça peut être très personnel, ça peut être lié à un événement familial, au moment où on l'a vécu, etc. D'ailleurs, je spoil rien, mais on n'en a aucun en commun. C'est Tous vrai? les 4, Ah ouais aucun. On n'a aucun Eh événement ben. en commun. Donc ça, je trouve ça assez fou quand même. Bah ouais, les émotions. Hein. Là, je suis en train de me dire que j'en ai peut-être oublié un avec une rêve familiale et je pense que mon petit neveu va m'en vouloir. C'est trop tard, Sacha. C'est trop tard. C'est trop tard. Bon, vous avez passé un beau week-end, les gars? Plutôt pas mal. Ouais. L'UFC était pas mal. Ah, ouais. Tu t'es levé? Non, j'ai regardé un replay. Ouais, non, c'est très Faut tard pas quand même. Là, c'est vraiment, faut vraiment soit kiffer, soit Ouais. devoir le faire pour le taf. Mais là, non, l'horaire était assez difficile. Hein. Ouais, mais c'était sympa. Bon retour de Cyril Gann, au moins qu'a fait parler. Bah non, mais je le dis vraiment, moi je sécure le résultat. C'est comme à l'école, tu vois, quand ça passe, ça passe. Donc tant mieux ça passe, même si derrière ça fait beaucoup parler. Mais maintenant, on a appris qu'il avait une sacrée blessure au pied quand même. Et Plusieurs ça, tout ça, t'en as fractures. parlé. Ah oui, il y a la évidemment, radio. Il a mis la radio Ouais. de son pied là. Il y a le gros orteil et les 2 autres métatarses là qui sont bien Bien cassés. fracturés. Ouais. Et t'en as parlé d'ailleurs, Sacha, dans ta super nouvelle émission du dimanche Oh, soir. la base des malades. Le Sunday Fighter Club. T'es en train de dire qu'on apprend des choses dans le Fighter Club Sunday. Ah, je l'ai dit à l'envers. Tout comme on peut en apprendre dans la sauce avec Mathias Dandois, Exactement, par exemple, que ou dans vous le pouvez RMC toujours Mercato retrouver le sur jeudi. YouTube, d'ailleurs, toutes les émissions à retrouver évidemment sur la chaîne YouTube d'RMC Sport, comme ce sera le cas d'ailleurs de ce RMC Sport Club ce soir, qui une fois le live terminé sur Twitch, se retrouvera évidemment sur la chaîne YouTube. On va démarrer, messieurs, en attendant Elton qui va nous rejoindre tout à l'heure avec ce thème donc, qui risque de faire parler quand même. La France est-elle un pays de losers? Pourquoi on pose cette question? On n'a pas brainstormé ce matin en se disant tiens, on est un peu des losers quand même, pourquoi et d'où ça vient? Non, je sais que d'ailleurs la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, Sacha qui était là, je crois, vous avez fait dans le top 5 des perdants magnifiques et vous Ouais. aviez tous dit que ça a été difficile de ne pas mettre que des Français dedans.
Oui, peut-être. Alors, je me souviens pas avoir dit ça, mais ouais, c'est un terme qui est très français parce que je pense qu'il y a un aspect très romantique dans la consommation du sport en France et que du coup, on sait aussi excuser certains perdants et parfois on a du mal à voir certains mecs gagner aussi. Ouais, c'est plus ça aussi, c'est vrai. On a du mal avec les perdants, mais on a du mal avec ceux qui gagnent aussi. Donc c'est un peu le problème. Alors on n'a pas sorti ce thème de nulle part. On est parti d'une stat qui a été sortie par Opta, c'est que aux derniers Jeux Olympiques, eh bien l'équipe de France a perdu 70% de ses finales, ce qui est énorme quand même comme chiffre. Ça, tu es désabusé, Loïc. En gros, si on détaille, sur 21 finales, on en a perdu 15, ce qui est quand même énorme. Et si vous voulez, à titre de comparaison, à Tokyo, donc en 2021, on avait disputé 16 finales et gagné 9. Donc ce qui était un ratio beaucoup plus important. Et donc forcément, on se pose la question de pourquoi un tel déficit finalement, alors qu'en plus, on jouait à domicile devant notre public, etc. Alors, les chiffres sont aussi importants parce qu'il faut rappeler quand même qu'on n'avait jamais eu autant d'athlètes aux Jeux Olympiques qu'au dernier JO à Paris parce qu'on était pays organisateur, etc. Donc forcément, ça fausse un petit peu aussi les chiffres. Mais malgré tout, ce 70% dans le bilan qui était affiché comme étant génial parce que record de médailles avec 64, parce que record de titres avec 16, bah ça fait un peu tâche quand même. Ouais, bah c'est surtout que en fait, c'est dur de prendre comme référence les JO de Paris 2024 parce qu'il y a tellement de paramètres spécifiques justement au fait qu'on les ait joués chez nous. Tu parlais, Flo, du nombre d'athlètes, tout ça machin, que je suis pas sûr que ce soit vraiment un bon juge de paix. On verra lors des prochains de la prochaine échéance. Et bon, si on regarde un peu dans le rétro, c'était pas dingue non plus. Mais c'est vrai, qu'est-ce qui nous manque en fait? Est-ce que c'est mental? On a l'impression que oui, puisqu'on arrive à atteindre les finales, donc on arrive à aller loin. C'est mais la là, dernière marche. Ouais, est-ce que c'est ça? Mais est-ce que, comme tu disais, est-ce que c'est la pression populaire? Mais à ce moment-là, tu pourrais te dire, bah c'est mieux quand on joue pas, quand on n'est pas à domicile. Mais c'était pas vraiment le cas non plus sur les éditions précédentes où on a souvent pas brillé quand on était à l'étranger non plus. Après, tu te dis, est-ce que c'est spécifique à un sport? Parce que c'est vrai que là, on parle de Jeux Olympiques. Est-ce que c'est le cas dans tous les sports individuels ou est-ce que c'est le cas dans les sports co? Effectivement, à Paris, on a perdu quelques finales en sport co. On pense en basket, le basket notamment. contre les Pays-Bas, ça nous coûte deux finales aussi forcément. Mais puis tu parles de toutes les dernières éditions. Tu vois, si on remonte au JO de Sydney en 2000, le taux de victoire de l'équipe de France dans les Jeux, donc tous ces Olympiades confondus, 38,9%. Non, mais tu vois, après, c'est pas énorme. Je pense que c'est le côté un peu marche finale qui est psychologiquement dur pour les sportifs français. On sent que, tu sais, c'est ce qu'on dit dans le gaming, c'est les chokers. C'est au dernier moment, tu sais plus ce qui se passe et hop, t'es plus là. Et j'ai l'impression que c'est un truc qui est quand même vachement français parce que tu dois avoir cette espèce de pression populaire où, de toute façon, c'est soit tu gagnes et tu seras encensé, soit vraiment tu vas te faire défoncer. Et je pense que ça, c'est trop dans la tête des sportifs français parce que finalement, la lumière, tu l'as que quand t'es en finale, et au moment du coup où t'es en finale, t'as une grosse lumière sur toi, ce qui se transforme en pression, et c'est ce qui fait que t'as l'échec aussi. Ouais, mais tu vois, on parlait de mentalité, d'en parler de Loïc. Ce que tu dis, Sacha, c'est que finalement, on n'a pas forcément cette mentalité non plus de gagnant, parce que on est très content de se satisfaire d'une petite médaille d'argent. Finalement, on se dit, ah bah c'est déjà bien, on a déjà une médaille d'argent. Alors que ce qui est paradoxal, c'est que quand tu te retrouves dans des sports comme l'escrime, par exemple, ou le judo, quand tu remportes la médaille d'argent, c'est que tu as perdu ta finale, mine de rien. Donc ça veut dire que tu termines ta compétition sur une défaite. Donc il y a quand même ce côté un petit peu, tu sais, je termine pas sur une très bonne note, et difficile de se contenter d'une médaille d'argent. Même si tu viens pas chercher de médaille, quand tu arrives en finale, tu viens pas pour récupérer l'argent, quoi. Ouais, mais on vit aussi dans un pays, le pays de Pierre de Coubertin, tu vois. Le style, l'important c'est de participer. Bon, il y a tout plein de mécanismes. Il y a plein de mécanismes culturels qui font qu'en fait, on a souvent, et Sacha le disait, on a souvent entre guillemets pardonné les perdants. On en a fait même un petit peu. On a aimé romancer ces histoires, s'identifier à eux. En France, on n'aime pas trop les premiers de la classe en général. On préfère celui qui est un peu dans l'adversité, tout ça. Puis on n'aime pas ceux qui affichent leurs ambitions, tu vois, genre dire je vais être le meilleur, je vais gagner. Il y a tellement d'exemples de ça. Enfin, je veux dire, tu regardes le statut de l'équipe de France
après 98, c'est des héros. En 2002, ils ont tous le boulard, on veut les voir perdre. Et qu'est-ce qui se passe? Ils perdent, entre guillemets. On a toujours mis un petit peu de l'eau dans ce moulin-là des sportifs. Moi, je trouve que c'est pas étonnant. Ça relève un petit peu de la culture du sport en France. C'est que c'est du romantisme. Donc, romantisme pour atténuer le fait qu'on n'est jamais les meilleurs, tu vois. Et c'est un peu le romantisme de, tiens, quand on est quelque part ou qu'on gagne, c'est aussi exceptionnel. Et en fait, on veut garder ce côté exceptionnel et pas tomber dans les gens qui dominent, etc. C'est pas notre truc. On veut cultiver ce gagnant humble qui est limite, et là, on sait pas pourquoi. C'est ça l'idéal, je pense, du sportif français. C'est ce mec-là, ouais, il a tapé dans un ballon sans faire exprès. Bon, il a gagné la Coupe du Monde, c'est incroyable, quelle histoire. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un moyen de se protéger, tu vois, justement, en te disant que la victoire, elle n'est pas si impérative que ça, et que bon, si tu finis deuxième, en gros, c'est pas grave, parce que c'est vrai que dans la culture populaire, bon, il y a évidemment le côté pouli d'or, en fait. Tu vois, t'arrives deuxième, c'est pas grave, c'est même devenu une expression populaire, en gros, tu vois. Après, t'as aussi tout le côté loser, tu vois, dans le sens on méritait mais on n'a pas gagné. En foot, ça peut être Saint-Etienne, les poteaux carrés, ça peut être l'équipe de France en 82 où on doit les battre, mais les méchants Allemands, eh ben non, ils nous ont eu, tu vois. C'était pas juste, on méritait. C'était le coup de boule de Zidane, mais il a insulté sa mère aussi, c'est normal, on a fait pareil. Mais en vrai, tu vois, c'est tellement se trouver des excuses et surtout magnifier en fait la défaite. Après, derrière Flo, il y a un livre qui résume tout ça. C'est ce que fait la Fédé française de la lutte. En fait. Non, mais c'est vrai, les mecs sont géniaux parce qu'en fait, ils surfent sur un storytelling de loser et au final, des fois, tu dis, bah, c'est beau, c'est carrément beau en fait. Ils arrivent à nous faire aimer aussi ces losers-là, avoir de la compassion. Exactement, pour des gens qui perdent. Je vois que dans le chat, alors on nous dit on a quand même un paquet de tueurs dans le sport français, évidemment. Bien les sûr, amis, on n'est pas du tout en train de dire qu'on a des tueurs jusqu'au final. C'est genre tueurs avant les finales. On a grave des tueurs. Non, mais après, j'ai vu passer rapidement le nom de Martin Fourcade, par exemple. Évidemment qu'on a d'énormes stars comme ça, et on en a vu au JO. On prend Léon Marchand, c'est sûr que sur les 16 titres qu'on a remportés, il y en a 4 qui sont pour lui. Donc forcément aussi, tu vois aussi un petit peu le ratio. Il l'a dit en plus, il a fait une interview, Léon Marchand, il a dit la mentalité que j'ai vue aux States, c'est les mecs qui sont meilleurs que tout le monde, mais qui veulent se surpasser au quotidien. Et si j'avais pas été confronté à ça, je serais pas devenu ce que je suis. Donc comme on le disait, la mentalité française, elle est quand même très spéciale. On peut le voir avec le traitement de Mbappé aussi, parce que je pense qu'on a contribué à ce que ça donne aussi aujourd'hui. Et en fait, être sportif en France, pour être très aimé, il faut être très peu visible. Tu sais, les sportifs préférés des Français, c'est les mecs que tu vois jamais. Genre, c'est Teddy Riner, tu le regardes que au JO ou des trucs comme ça. C'était Yannick Noah avant, qui n'était pas forcément le méga winner par excellence, mais c'est parce que tu le kiffais voir chanter des chansons et danser. Enfin, tu vois, non, mais la perception du mec préféré des Français dans les athlètes, c'est jamais le mec qui performe dans le sport, tu trouves pas? Enfin, à part Riner, parce que tu sais qu'il. Oui, mais il domine tout. Mais plus palmarès du sport mais parce qu'il fait que empiler, entre guillemets, des lignes sur un CV. Tu suis pas Teddy Riner à l'année comme tu suis le foot, comme tu suis un autre sport, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il fait un sport qui fait que c'est des sports qui sont très olympiques. Mais justement, après, il est tellement isolé que du coup tu peux que le kiffer. Parce qu'il y a Teddy Riner et parce que tu sais qu'il potentiellement il peut gagner, mais quelque part Teddy Riner c'est un petit peu l'assurance tout risque où quand tu regardes tu sais qu'il va gagner quasiment, et enfin voilà. C'est ça, donc tu as cette garantie, donc c'est ça qui te réconforte avec lui, et puis comme c'est un sport dans lequel t'as pas l'habitude de lui donner l'heure entre guillemets, tu te sens encore plus ah mais ça c'est vraiment le sport à pousser, regardez Riner, on n'en parle pas assez, c'est vraiment le mec qui domine et tout, et en fait je trouve que c'est un effet boule de neige, et on sait pas apprécier les personnes qui sont très très bonnes mais qui tout simplement ne sont pas les meilleurs aussi. Combien de fois on a pourri tous les tennismen français parce qu'ils tapaient pas Nadal, Federer et Djokovic? Ouais, mais alors là on a un vrai problème, Sacha, sur le tennis quand même, quand tu vois le nombre de licenciés et le fait qu'on soit même pas capable de sortir une superstar, alors que t'as la Serbie qui réussit à sortir un Djokovic, la Suisse avec Federer et Wawrinka, parce que bon, c'était quand même pas un peintre lui non plus. Nous on a eu alors des espoirs, on en a eu les Monfils, les Paul-Henri Mathieu, tout ça, on nous en a sorti mais tout un wagon. Au final, pour qu'il y en ait aucun qui sont un top player, ok d'accord, c'est des bons joueurs, on va pas rentrer dans ce débat là, mais c'est quand même fou de te dire qu'avec le nombre de licenciés, la force de frappe qu'on a quand même, à part chez les femmes où il y a eu Amélie Mauresmo qui a un peu caché la misère, Marion Bartoli aussi, sinon franchement chez les hommes c'est une catastrophe. Peut-être qu'on sait pas faire, peut-être qu'on est nul, peut-être qu'en fait on est un pays de chanceux, de malades dans le sport,
Mais tu sais quoi, moi, j'allais me poser cette question. C'est est-ce qu'à un moment, mais je parle aussi des instances, tu vois, parce qu'on parle beaucoup des athlètes, mais c'est pas forcément que. Il y a évidemment toutes les instances qui sont autour, parce que pour performer dans un sport, il faut aussi avoir le budget, avoir le financement, pouvoir les infrastructures, pouvoir s'entraîner pour se développer. Évidemment. Et j'ai l'impression, moi, enfin, tu vois, c'est un petit peu ce que je projette, qu'en France, on a tendance à un petit peu trop se reposer sur le talent pur d'un athlète en se disant ça va suffire, de toute façon il va pouvoir aller gagner, j'ai pas besoin de trop mettre d'argent derrière lui et tout. Et tu sais pourquoi je dis ça? Parce que tu parlais dans la sauce l'autre fois avec Mathias Dandois qui est 9 fois champion du monde de BMX, qui a zéro argent de la part de la Fédé. Mais on se dit, de toute façon, le mec, il a tellement de talent que j'ai même pas besoin de lui filer un piston, il va y arriver tranquille. C'est ça, en fait, on mise sur son talent et sur sa passion. Et après, comme on est un pays qui est quand même un pays grand en superficie et surtout qui a accès à des sports de montagne, des sports nautiques, en fait, on peut pratiquer tous les sports, en gros, en France. Et on les pratique tous, que ce soit des sports co ou des sports individuels, ce qui n'est pas le cas, par exemple. On gagne dans à peu près quasiment tous les sports. On est quasiment bon partout, mais on est excellent nulle part, pour caricaturer. Mais voilà, c'est quand même terrible. Et c'est vrai que tu parlais de Mathias Dandois, mais même Martin Fourcade, je suis désolé, enfin franchement c'est des exceptions en fait. Mais les gars font ça, ils sont passionnés, ils ont un talent de ouf, mais ils peuvent compter quasiment que sur leur talent parce qu'on les aide pas. Non mais je reprends l'exemple qu'avait évoqué justement Mathias Dandois où tu sais t'as Kev Adams face à Flo Manodou qui dit mais non mais on a un pays de sport, mais je crois que le meilleur français en foot, le meilleur au foot c'est un français, le meilleur au basket c'est un français. Mais on les a pas trop aidés dans la construction, ils sont arrivés comme ça les mecs. On les a pas créés, ils sont pas la continuité d'un plan, c'est vraiment des exceptions. On se planque derrière parce qu'on veut avoir le privilège de dire on a des sportifs qui sont au top du monde parce que c'est toujours bien, on va dire, dans le CV du pays qu'est la France, parce qu'on est beaucoup plus assimilé à la culture, au romantisme, à l'art, à la politique aussi, qu'au sport concrètement. Donc c'est ce qui nous rajoute un petit peu nos lettres de noblesse sportive. Mais derrière, c'est des mecs qui sortent. Il n'y a pas un athlète aujourd'hui de haut niveau qui va te dire la France c'est un pays de sport, on met vraiment tout ce qu'il faut de notre côté pour réussir. Il n'y a aucun mec qui va dire ça parce que tout simplement c'est pas vrai. Et les Jeux Olympiques sont un très bon exemple parce que les 3/4 des mecs qui gagnent, je prends les gars de l'escrime, tu sors des JO, ils ont plus de vie, ils ont plus d'argent, il n'y a plus rien. C'est une galère de ouf et je pense que c'est le cas dans énormément de sports. Il y a un lien aussi, c'est à quel sport on donne la force en France, parce que finalement les sports qu'on arrive un petit peu à structurer et sur lesquels on arrive à être régulier, c'est quoi? C'est on va dire foot, rugby, judo, etc. Et je trouve que c'est handball aussi, c'est les sports qui mine de rien sont les plus diffusés, ont beaucoup de soutien des entreprises du CAC 40, sont aussi intégrés un petit peu politiquement, je trouve, attention, je le dis avec des pincettes. Donc tu vois, finalement, on est sélect sur certains sports, ces sports-là, on leur donne énormément, et après tous les autres, c'est s'il y a un truc qui pète, on saura rebondir dessus. Typiquement, je pense que le tennis de table, on a vu, les frères Lebrun prennent un titre, tiens, ils sont invités à l'Elysée, tu vois. Vraiment, on est opportuniste en fait du sport, on est des clients. On est des gros consommateurs de sport, pas des passionnés. On est des clients, on paye, on aime ça. On aime acheter une image autour du sport. Et j'ai oublié l'autre expression d'avant, mais je la pense aussi. Voilà. Ma phrase était beaucoup trop longue, je suis désolé. Je me suis perdu sur mais je rebondis sur ce que tu dis aussi parce que... Opportuniste, c'est ça. On est opportuniste du sport. Mais tu vois, avant les... Bon, c'est toujours le cas, tu sais, avant les JO, t'as les politiques qui sortent un objectif de médaille, machin, il faut aller péter tant de médailles. Là, c'était Macron a sorti... le président Macron, pardon, a sorti il faut être dans le top 5 du classement des médailles, ce qui a été le cas, etc. Mais ce côté, je trouve ça d'une hypocrisie sans nom, en fait, de tabler sur un objectif de médaille alors qu'on met absolument rien sur la table déjà pour y arriver, et qu'en plus si on n'y arrive pas, c'est sur les athlètes qu'on va taper. Donc c'est ça qui est fou en fait. Et tu vois, t'as des budgets, évidemment, il y a eu un énorme budget qui a été mis sur la table pour Paris 2024 parce que c'était nos JO et qu'il fallait mettre en avant nos athlètes. Mais dans 4 ans, là, à Los Angeles, tu crois que le budget, il va être le même? Mais Flo, ce qui est encore pire, c'est que justement, derrière ces JO qui représentent quand même une bête d'opportunité pour justement alimenter les clubs de ces... les clubs de ces différents sports qui ont été mis justement en valeur pendant les JO en licenciés, au final, tu te rends compte que les mecs, ils n'ont pas plus d'oseille, ils n'ont pas plus d'infrastructures, alors qu'au contraire, il y a des afflux de malades de licenciés, il y a des gamins qui s'inscrivent à l'escrime, qui s'inscrivent à la natation, qui s'inscrivent
au badminton, tous ces trucs-là, et ben on leur dit non, vous pouvez pas pratiquer parce qu'on peut pas vous recevoir. Et comme les éducateurs, on a la chance en France d'avoir des éducateurs pour la plupart qui sont quand même exceptionnels dans à peu près tous les sports, tu te rends compte que voilà, il y a même pas de bénéfices, on capitalise même pas en fait sur l'effet positif qu'aurait pu être ces JO. Et le côté politique, je te rejoins à 1000%, mais c'est tellement hypocrite. Tu les vois comme ça, mais t'as envie de dire, mais déjà, t'es qui pour fixer des objectifs de médaille? T'es qui? T'as déjà fait du sport à haut niveau, toi? Non. Donc déjà, demande à chaque responsable de fédération de les déterminer, ces objectifs, en ayant conscience un peu des moyens qui sont alloués justement à chaque fédération. Mais là, non, le mec, il te dit, allez, top 5 médailles. Mais d'où top 5 médailles? Ouais, non, mais c'est surtout quand tu vois la délégation, enfin, on va pas se comparer aux États-Unis, à la Chine, etc., qui en termes, ne serait-ce que d'athlètes présents au jeu, forcément, on peut pas lutter déjà parce qu'on n'a pas le même nombre, donc forcément, les potentiels de médailles n'est pas le même, mais d'avoir cet objectif-là, alors, et pour le coup, on l'a rempli, donc après, on va te dire, bon, bah, c'est bon, c'est toujours pareil. Ils avaient raison, etc. Mais quelque part, je te rejoins, c'est un peu tronqué quand on a une édition à domicile. Généralement, tous les pays qui accueillent les Jeux Olympiques finissent par taper leur record de médailles parce qu'il y a plus d'athlètes, parce que il y a le public, parce que, etc. Mais c'est pour ça que je pense que dans 4 ans à Los Angeles, c'est là vraiment qu'on va voir la continuité de ce qui a été mis en place pour Paris 2024. On parle de budget, mais tu vois, par exemple, pour Paris 2024, il y avait 600 athlètes au total qui avaient été accompagnés justement dans la préparation de ces Jeux-là pour être performants à ce moment-là. Mais il va même pas en avoir la moitié pour Los Angeles, tu vois, en 2028. Le budget, il va être resserré. Il y a des fédés sur lesquels on va taper. C'est des fédés qui n'ont pas performé à la hauteur de ce qu'on attendait. Mais tu sais ce qu'ils sont en train de faire, Flo. Notre cher ministre des Sports actuel, il est en train d'encourager... C'est plus trop... d'encourager... Oui, enfin, actuel, celui qui avant qu'il se fasse motion de censuriser, comme on dit. Il avait pour comment dire, objectif, en gros, de multiplier les cagnottes de soutien, justement, pour les athlètes. Alors sur le papier, tu dis c'est bien. Mais non, mais tu mets de l'argent toi, frère. Qu'est-ce que tu ouvres des cagnottes? Surtout que tu te rends compte un peu du comment dire, de l'effet pervers que ça pourrait engendrer. C'est-à-dire que si tu as une entreprise qui dit oh ben lui on l'aime bien ou elle on l'aime bien, fort potentiel tout ça machin, ils vont aller à fond dessus, ils vont donner alors que ce sera pas forcément le ou la plus susceptible justement d'aller plus loin. Enfin bref, et tu finances pas quand même les carrières des athlètes avec des cagnottes litchi ou des cagnottes. Il y en a tellement qu'on fait ça. Truc. Il y en a qui étaient. Mais ça, c'est une politique sportive en vrai. Mais non, mais c'est pour ça qu'on te dit. Quelle honte, je le dis, il est où quelle honte. Et tu regardais les récompenses qu'avaient certains athlètes au JO dans certains pays, mais des trucs. Les primes, tu veux dire? Ouais. Je sais plus. C'est pas aux Philippines où il y en a un qui a pris une médaille, ils ont filé un appart et tout. Oui, mais parce qu'après tu vas pas filer un appart à tout le monde. Les Philippines, ils ont peut-être 3 chances de médaille. Attends, donc là, tu vas me dire qu'il n'y a pas de gens qui profitent de logements en France comme ça, bénéf? Non mais moi je pose la question, et je me dis tu peux pas le mettre à un petit escrimeur qui galère et qui ramène une médaille mais moi je suis complètement d'accord avec toi. Après les primes qui sont avancées, c'est souvent une espèce de petite carotte. Non mais bien sûr, comme à la Légion d'honneur que tu récupères derrière. Et dans 4 ans. Ce que je voulais relever, c'est que tu vois les Philippines, ils savent se rendre compte de l'exception que ça peut représenter quelqu'un qui performe au JO et il récompense derrière. Pas à hauteur d'une vie, mais à hauteur d'une partie de la vie du mec, tu vois, qui sentent qu'il a apporté quelque chose à son pays. Et je trouve que c'est cet aspect culturel-là qui est important. Quand tu dis on veut renforcer les cagnottes, mais c'est les mecs, ils veulent renforcer le storytelling. Regardez, cet athlète a pris une médaille en étant construit par l'apport populaire, c'est magnifique. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les steaks? Mais donne de l'argent, là qu'aujourd'hui tout soit surchargé, que les gens ne puissent pas pratiquer et tout. C'est scandaleux que tu réduises le sport à l'école, que tu vois, il y a plein de pays où on fait même une sélection quand t'es plus jeune. On dit tiens, toi, on te teste dans plein de sports, on te dit t'as des qualités là-dedans, tu devrais aller là-dedans, on te oriente là où tu pourrais avoir un avenir sportif. En France, c'est démerde-toi et essaie de trouver le truc qui te va. Si t'as un talent, bah tant mieux, et essaie de l'emmener au plus loin et on t'accompagnera pas, mais si tu vas très très haut, on saura te rappeler que t'es français. On saura faire un tweet sur toi comme Macron après la victoire de Benoît Saint-Denis, qui est sorti de nulle part. Non mais c'est vrai, le mec, je veux dire, personne. On surfe sur la vague. Et là, t'as un gars qui pop et tout, comme ça, qui commence à cartonner, et l'autre, on est avec vous. Benoît Saint-Denis et tout. C'est vrai qu'on est des losers. Mais tu sais quoi, je vais rebondir juste sur un des commentaires dans le chat qui nous dit, je vois pas le nom d'ici, je suis désolée, mais les escrimeurs français sont très bien payés et ne galèrent pas. Alors les amis, venez, on les appelle maintenant. On en a un dans la rédaction. Qui est pas loin d'être pro. Qui pige donc avec nous parce qu'il ne vit absolument pas de son sport. C'est même pas qu'il touche rien d'ailleurs de son sport. À la limite, on lui paye le déplacement pour aller à telle ou telle compétition et encore. C'est pas sûr. Son matériel aussi, c'est lui qui se le transporte
H24. Donc non les amis, en fait c'est ça aussi qu'il faut dire, c'est qu'il y a la réalité de ce que tu vois, il y a le rêve que tu vois au JO. La vision fantasmée. Voilà, en fait. La vision un petit peu fantasmée de t'es sportif, donc t'es bien payé parce que t'as des sponsors, parce que parce que ça, et la réalité aussi du quotidien de ces athlètes-là qui, oui, certes sont médiatisés pendant un temps aux Jeux Olympiques, mais qui le reste de l'année galère. Il faut aussi voir ça, et c'est pour ça que je parlais d'hypocrisie de la part des politiques, parce que c'est facile de les mettre en lumière pendant 15 jours pendant les Jeux Olympiques, mais le reste de l'année, on parlait du handball, le handball qui est un des sports qui rapporte le plus de médailles en France, mais est-ce que le handball existe en dehors des Jeux Olympiques en France? Enfin, je veux dire, on parle des hommes à la limite, mais le championnat de France féminin n'est absolument pas diffusé nulle part, tu ne le vois pas, alors qu'on est tous derrière les Bleus pendant les Jeux Olympiques. Donc tu as ça aussi comme hypocrisie. Et quand Sacha disait qu'on est très consommateur, très client, mais finalement un petit peu opportuniste, oui, en fait, c'est le cas, parce qu'on n'est pas, on va pas chercher, tu vois, à l'origine à essayer de pousser forcément quelqu'un. C'est quand il y a un talent, on se dit ah bah tiens, toi tu vas aller monter un petit peu sur le haut de l'affiche. Ouais, mais parce que tout ça c'est stratégique. Encore une fois, quand tu veux créer entre guillemets, créer avec des guillemets des athlètes, il faut les mettre en condition justement de pouvoir exercer leur sport au plus haut niveau, en acceptant qu'ils vont pas aller tous au plus haut niveau. Tu vois, c'est-à-dire qu'il faut mettre les moyens financiers, les infrastructures, les éducateurs, encore une fois, souligner leur rôle important, voire capital, et être capable, entre guillemets, de pouvoir exercer ton sport à des niveaux, très, très hauts. On avait eu Mélina Robert-Michon, là, qui était dans une autre émission, c'est ce qu'elle disait. Elle disait, au bout d'un moment, j'arrive à mon plafond de verre en France, je suis obligé de partir à l'étranger. Et ça rejoint ce que disait Sacha sur Marchand et tout le bazar. Etc. Enfin, quand tu prends ceux qui étaient vraiment au méga top de leur sport, quels sont ceux qui sont restés en France, je veux dire, et qui ont vraiment pu dominer dans un sport longtemps? Là, je le dis vraiment comme ça, mais je suis pas sûr que les exemples soient nombreux. Alors, je vois Journaus dans le chat qui s'excite parce qu'on parle pas de la boxe et des combattants de MMA qui sont très très mal payés, mais ça n'a rien à voir, parce que pour le coup, c'est souvent des organisations et des événements qui sont privés. Là, on parle des trucs qui sont quand même encadrés par des fédés, qui sont poussés par le ministère, etc. Et c'est un petit peu différent. Et c'est vrai que les mecs qui vont chercher des JO dans des sports qui sont ultra mis en avant, comme l'escrime, qui en plus fait bien l'objet de l'exception française, parce que c'est un pays qui est pas, c'est un sport qui est pas pratiqué par de très nombreux pays. On fait partie de ces privilégiés. Nous, on est un peu l'élite, et en fait, c'est un sport qui représente toute l'hypocrisie. Si on le met grave en avant, Grand Palais et tout, c'est D'Artagnan à l'époque, les mousquetaires, les épées et tout. Et puis une fois que les JO sont finis, frérot, va galérer à trouver un taf et compagnie. Alors qu'on sait que des passerelles et des trucs de facilité peuvent être mis en place par les politiques, puisqu'ils les utilisent tout le temps. Mais je sais pas, essayer de les mettre au profit des athlètes et qu'on devienne un petit peu un pays de sport, parce qu'au final, je pense que c'est ça l'idée qui prédomine, c'est qu'on est un pays de losers parce qu'on n'est pas un pays de sport au fond, en fait. Ouais, c'est peut-être ça la question qu'il faut se poser derrière, mais si on essaie d'être un petit peu optimiste et qu'on essaie de chercher les solutions à tout ça, si nos amis politiciens et des fédérations nous écoutent et qu'on veut les aider à essayer de progresser, si on prend un exemple, je sais pas, par exemple, tu vois, pour les JO 2012 à Londres, l'Angleterre avait mis en place un système de sanctions financières si les objectifs n'étaient pas atteints par les fédérations. Par exemple, je sais pas, tu fixes tant de médailles pour la fédé de boxe, si c'est pas atteint, bam, sanction financière. Je parle pour les fédérations. Est-ce que ça peut être une solution? Est-ce que ça pourrait marcher chez nous? Je suis même pas sûr, honnêtement. Ça pourrait avoir des effets pervers, surtout parce que bon, t'as des fédérations qui... ça pourrait pousser des fédés à mettre plus... mais moi, je serais une fédé, je ferais en sorte que l'autre, il ait moins d'oseille pour moi en avoir plus. Ça peut être... Quand tu me parles d'effets pervers, je saboterais les mecs du judo, par exemple, si je suis celui de la boxe, tu vois, je deviendrais fou. Non, mais si on rentre dans ces calculs-là, ça peut être hyper dangereux. Déjà que je pense qu'il y a des trucs qui sont un petit peu opaques. Je suis pas sûr qu'on soit très fait pour les modes anglo-saxons. C'est trop brutal pour nous. Après, pour le coup, ils avaient atteint plus que leurs objectifs aussi à Londres. T'imagines la panique 2012. Non, mais au moins, en fait, je me dis, dans ce fonctionnement-là, ça permet de taper sur les fédés et pas sur les athlètes, tu vois, directement. C'est-à-dire que là, on voit les responsables comme étant les fédérations, parce que si les gens qui nous écoutent ne le savent pas, il y a un budget, en gros, qui est alloué au sport et ensuite, c'est redistribué en fonction des fédérations. L'ANS, qui est l'Agence nationale du sport, par exemple, a créé une haute performance, justement, pour aider les athlètes à être beaucoup plus performants. Ça a été mis en place pour Paris 2024, notamment. L'ANS a un budget, en gros, si tu veux, et tu te rends compte que finalement, il y a des fédés qui n'acceptent pas de s'ouvrir justement à cette haute performance, parce qu'on est quand même dans un système où les fédérations... finalement fonctionnent chacune dans leur petit microcosme sans fonctionner avec les autres. C'est le président un tel qui fonctionne. Enfin, c'est très... Il faut comprendre aussi ce fonctionnement-là pour comprendre pourquoi aujourd'hui en France, il y a certains sports qui n'arrivent pas aussi à passer à un certain cap, tu vois. Et je trouve ça fou qu'elle refuse parfois
d'ouvrir leurs portes à une aide qui est purement gouvernementale parce que ils veulent rester justement dans leur enfermement. Finalement, je trouve ça presque terrifiant en fait, si tu veux. Ouais, parce que je pense qu'il y a un manque de vision plus globale, en fait. Tu vois, encore une fois, effectivement, ça doit partir de là-haut. Tu dois avoir une vraie volonté avec des objectifs. Alors, des objectifs, les Jeux Olympiques, c'est un peu à chaque fois, hein, c'est l'objectif. On se dit, bon, bah, dans 4 ans, il nous faudra tant de médailles et tout. Mais c'est un truc au long cours, surtout, tu vois, il faut. On parlait de ping tout à l'heure, sans basculer sur le niveau de la Chine. Mais la Chine, quand ils ont décidé de mettre le ping sport national, sport numéro 1, bon. Ils ont tout donné. En bien et en pas bien. Parce que bon, voilà, là encore, il faut appliquer les méthodes chinoises à la France. Ok, c'est pas le but, c'est pas ce que je dis. Le but, c'est de se dire, d'avoir une vraie politique à long terme. Je sais que c'est difficile parce qu'encore une fois, les gouvernements changent à peu près en ce moment tous les 3 mois, donc c'est compliqué. Mais c'est cet objectif de se dire où est-ce qu'on veut aller et comment on y va. C'est-à-dire quels moyens tu alloues à ces fédérations-là. Est-ce qu'effectivement, tu essayes de les répartir de la manière un petit peu, on va dire, un petit peu pragmatique en disant bah là j'en mets plus ici parce que j'ai plus de chances d'y aller et ce sport là on le met un petit peu de côté avec les risques que ça peut encourir aussi, c'est-à-dire que tu laisses des sports peut-être un peu moins visibles, bah, tu les laisses un peu dans le dark. Bah, bien sûr. Donc après voilà, moi j'aurais tendance à penser ça, bien sûr c'est plus facile à dire dans un canapé que de le faire concrètement, mais le côté sanctionner les fédés, je te dis je suis pas certain, j'aurais peur qu'au final ça ce soit c'est-à-dire que déjà qu'il y en a qui n'ont pas beaucoup d'argent sur oui, c'est ça, tu vois. On avait le gars de la fédé de badminton la dernière fois sur l'émission. Bon, tu sens que le gars, il te dit, je suis obligé de refuser des licenciés, tout ça, machin. On n'a pas les infrastructures pour et tout. C'est dur de taper sur les doigts de quelqu'un qui est déjà en galère d'oseille, tu vois. Parmi les solutions, je vois dans le chat là, on parle beaucoup de l'importance de la place des médias aussi dans tout ça. C'est vrai, vous avez raison aussi parce que c'est notre travail aussi de mettre en avant certains sports. Alors ça aussi, c'est une phase cachée un petit peu que tout le monde ne sait pas, mais évidemment les droits sportifs sont aussi de plus en plus chers et sont aussi parce qu'il y a des fédés qui sont de plus en plus gourmandes et qui veulent aussi mettre en avant leur sport et donc est-ce qu'on le siffle maintenant ou est-ce qu'on le laisse s'installer? Bouh. Non, en vrai, on est content de recevoir Elton. Tu ferais pas ça avec le club des 5, hein. Je l'ai sur le WFC. Tout le monde, je dois avoir 3 heures en avance. Alors, plusieurs choses à la fois. Déjà, bonsoir. Quel accueil. J'espère que sur Twitch, ils vont bien. Alors, pour la petite histoire, j'ai déjà fait plusieurs fois pour Club des 5, mais c'était Club des 5. Bah, c'est bien, on rejoint la liste comme ça. Exactement. Tu vois, quelque part, c'est bienveillant. Bah, salut Elton. Salut Flora. Merci d'être avec nous. Tu nous rejoins pour la fin de notre premier débat. On t'a gardé le meilleur pendant quelques instants. J'ai cru comprendre ça, ouais. Le foot, c'est ton dada, donc on l'a gardé pour ça, sans oublier ton top 5 aussi qu'on aura tout à l'heure. C'était passionnant ce débat, messieurs, tous les trois. Il y a tellement de choses à dire. J'ai pas eu le temps de trop regarder le chat, mais c'est vrai que vous parlez de l'importance de la place des médias. Oui, c'est le cas parce que c'est aussi à nous de mettre en avant certains sports. Maintenant, c'est pas juste nous, on se dit tiens, je veux mettre tel sport à l'antenne, c'est beaucoup plus compliqué que ça, évidemment. Pour répondre à ça rapidement, en gros, il y a des fédés qui vont surcoter leurs droits de diffusion et qui vont faire en sorte de récupérer un maximum de billets parce qu'ils ont 10 emplois fictifs dans la fédé, on va parler français, et qu'il y a beaucoup de gens qui sont des emplois fictifs dans beaucoup de sports, qui ont 70 ans et qui vont jamais développer le sport sur l'avenir parce qu'ils ne connaissent pas l'avenir, parce qu'ils savent pas ce qui s'est passé hier, déjà, ils ont oublié. Donc ça, je pense que c'est important de le repréciser. Et après, ça suffit pas. Enfin, c'est facile de dire ça, on a diffusé des trucs genre basket 3 contre 3, etc. Avec la constitution de l'équipe qui est devenue l'équipe de France olympique, il y a personne qui est venu sur la diffusion. Ouais. Donc faut pas être hypocrite, faut aussi s'avouer qu'on est opportuniste, comme on l'a dit, et qu'on regarde des sports que quand ça gagne. Sinon, on n'a pas d'intérêt à aller voir un truc 3 contre 3 qui est dans un gymnase, qui a un basket différent de ce que tu veux voir du basket. Donc je pense qu'il faut prendre du recul aussi et s'assumer que nous, on contribue un petit peu aussi indirectement à ça en étant après, c'est le principe de l'offre et de la demande. Ouais, bien sûr, pareil, effectivement. Si personne ne veut regarder quelque chose, on va pas aller payer tant de millions pour le mettre à l'antenne, c'est toujours pareil. Un avis, Elton ? Si je peux apporter ma contribution, ma seule contribution de la soirée. Tu dois même. Je suis d'accord avec Sacha. Merci. Tu l'as payé combien ? Okay. Non, mais parce que tu vois, il y a des fédés, elles s'autoproduisent pour diffuser, par exemple. Mais c'est parce que de base, elles ont un budget politique qui leur permet d'investir sur de la diffusion. Elles peuvent s'autoproduire et après, tu peux, toi, en tant que média, récupérer l'image, rajouter ta couche, etc., etc. Mais faut me dire, toutes les fédés qui peuvent autoproduire maintenant tout le championnat de France, des trucs comme ça, il n'y en a pas beaucoup. C'est compliqué. Effectivement, on va accueillir
accueillir Sou, évidemment, comme tous les lundis dans RMC Sport Club. Salut. Bienvenue ce soir, l'équipe. C'est là où tu te mets normalement, je te fais ta petite place. Voilà, je sais que tu viens t'asseoir sur le bord du canapé à côté de l'ému. Les paris du soir, on a des offres d'ailleurs de bienvenue. Je vais parler dans le micro, ce sera peut-être mieux. Ouais. De la part de Winamax, notre partenaire. Vous tapez ! Winamax dans le chat et vous verrez, il y aura plein de choses pour en profiter, même d'un bonus pour parier. Et puis on vous rappelle le code promo RMC10 lors de l'inscription pour bénéficier de 10 € offerts en free bet. Sur quoi on parie ce soir, Sou? Le thème. Pas de la loose, j'espère. Non, justement, je vais rebondir sur le thème. Ça va être sur du. Quel sport de la loose tu vas nous choisir? Oh non, non, mais on gagne. Non, c'est du handball. C'est l'un des seuls sports où on peut dire qu'on est plutôt pas mal. Pour le coup, on n'a pas été vraiment bon aux Jeux Olympiques. Aux JO, ouais, c'est vrai. Encore qu'il y a donc ça rentre. Justement, comme Flora aujourd'hui nous fait l'honneur d'être avec nous, je vais parler de handball féminin. Yes, allez, on y va. Sur l'Euro féminin de hand là, qui se déroule en ce moment, donc sur 3 pays. C'est la Hongrie, la Suisse et le dernier je l'ai plus. Tant pis. Donc là je vais. Ne nous regarde pas. Je suis parti sur le match. Sur le match entre la Hongrie et la France. Ouais, bien sûr. Qui sont les deux leaders du groupe A, invaincus. Donc un match pas sans grand intérêt parce que ça reste quand même une première place. Et je vais partir sur la France qui va gagner. J'espère. Cocorico. Ouais, c'est ça. J'espère en même temps. Ouais. Et comment je vois le match, je le vois très équilibré, très offensif, parce que les deux équipes font partie du top 5 des plus offensifs. Mais à la fin, la France qui gagne, avec pour pimenter la cote, parce que la cote sèche, elle est à 1,37. Parce qu'on est un petit peu favorite quand même, faut le dire. C'est ma vice-champion olympique, on perd contre la Suède contre la Norvège. Ouais. Et pour pimenter le pari, je pars sur un écart de but. Je les vois gagner de 3 buts minimum. À savoir que dans la phase de poule, les 4 derniers matchs, elles ont toujours gagné de 4-5 buts d'écart. Ouais, donc il y a moyen. Donc je pars sur cette cote à 1,72. Pas mal. Pour un petit combiné ou même ensemble, c'est très bien. Ok, super, on note tout ça. Merci Sou. Merci à vous. Et à tout à l'heure pour un petit peu de pari foot, évidemment, puisque Elton nous fait l'honneur de sa présence ce soir. L'honneur de sa demi-présence. Voilà. Encore que moi, le handball, c'est mon sport aussi. C'est vrai, parce que tu es plein de surprises. Ouais. Tu as été. J'ai pratiqué du handball et j'ai même été coach. Voilà, coach. On en a parlé lors de la 20e Incroyable. Yes. Ouais. Tu crois, si on fait un prochain thème handball dans RMC Sport Club, on peut t'inviter en... S'il arrive à l'heure. Si j'arrive à l'heure, ouais. On te préviendra bien 3 ou 4 jours à l'avance, tu vois, pour... Bon, messieurs, on va passer à notre prochain thème. On a été un petit peu dur avec nos Français tout à l'heure. Là, on va se poser la question sur nos amis footballeurs. Est-ce qu'ils sont prisonniers de leur sport aujourd'hui? Une question qui est assez forte et on va vous expliquer pourquoi on en vient à se poser cette question aujourd'hui. Tout part un petit peu de cette fameuse Coupe du Monde des clubs qui a fait, alors pas son apparition parce qu'elle existait déjà, mais avec un nouveau format donc. Le calendrier est tombé. C'est en gros une nouvelle compétition qui aura lieu aussi tous les 4 ans, qui va s'intercaler entre l'Euro et la Coupe du Monde, donc toutes les années impaires. Pourquoi tu rigoles? Mais parce que le visuel des matchs, on dirait un Cluedo. C'est Scrabble le délire. Tu comprends quelque chose? En gros, c'est un format habituel d'une grande compétition. Si tu veux, tu as 3 matchs de poule, 8e, quart, demi-finale. En gros, voilà, tu as 7 matchs en tout. Donc, si tu vas au bout, donc ça rajoute évidemment des matchs supplémentaires au reste du calendrier déjà très chargé. Et pourtant, il y a plusieurs joueurs, d'ailleurs, qui ont déjà alerté sur la question et qui ont évoqué une possibilité de grève, donc pour venir un petit peu... s'opposer aux instances du foot européen. C'est le cas notamment de l'international français, Dayot Upamecano. Qu'on va écouter. Peut-être. Bientôt. Ouais, pourquoi pas aller jusqu'à la grève. Moi j'avais déjà dit la dernière fois quand je suis venu ici, il y avait beaucoup trop de matchs. Après, c'est un sujet qu'on doit, je pense, parler entre nous. Tu vois, le stress, ça le fait parler hyper vite. Il est pas yambe. C'est exceptionnel. Il était très expéditif. Tiens, si j'ai pas le temps, j'ai encore 18 matchs à jouer tout à l'heure. En gros. Regarde la tête, il y a tout. En gros, bon, je sais pas si on va le relancer ou pas, mais non, voilà. En tout cas, en gros, ce que nous disait l'international français.
pas enchaîner derrière. C'est qu'effectivement, la grève pouvait être à terme un moyen pour eux de contester ce calendrier ultra chargé, parce qu'ils sont inquiets finalement, eux, parce qu'ils ont la sensation de ne pas être entendus, justement. Et cette question de la grève, est-ce que ça peut fonctionner? Est-ce que ça peut faire bouger les choses? On va poser la question à notre invité du soir, Stéphane Saint-Raymond, qui est le chef de l'information de l'UNFP, l'Union nationale des footballeurs professionnels. Salut Stéphane, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors moi je parle pas aussi vite qu'Oupa Mécano, je suis désolé. Mais... Ça tombe bien, ça va nous arranger parce que sinon ça va être très compliqué cette soirée. Stéphane, on parlait de cette grève des footballeurs. Est-ce que concrètement ça peut être faisable? Est-ce que, comme les cheminots en ce moment qui sont souvent en grève chez nous, est-ce que vraiment les footballeurs peuvent en arriver là? Ah bah c'est toujours possible, oui. Ça voudrait dire qu'il y a un échec dans le dialogue que l'on attend et que l'on appelle de nos voeux avec la FIFA. C'est le dernier recours. Là, c'était vraiment... je pense que les joueurs ont fait un appel au secours pour que vraiment on prenne en compte le réel problème que pose aujourd'hui le calendrier international, qui demande beaucoup trop aux joueurs et qui aujourd'hui est uniquement décidé par la FIFA sans tenir compte des avis, que ce soit des joueurs, des entraîneurs, des staffs médicaux, etc. Donc la FIFA décide toute seule. Elle a décidé d'ajouter lors de son congrès au Rwanda il y a 2 ans 7 compétitions, parce que il y en avait certes une qui existait déjà, mais elle ne concernait que 6 ou 7 clubs. Aujourd'hui, c'est 32 clubs choisis, avec des matchs toujours importants. Ce que l'on peut dire, c'est que les joueurs, ils ont envie toujours de jouer. Hein. Il n'y a aucun joueur qui vous dira qu'il n'a pas envie de jouer une compétition. Nous, notre travail, c'est de leur permettre de jouer les compétitions dans les meilleures conditions possibles. Et en l'état, ça ne sera pas possible. Vous avez déjà vu ces dernières semaines, par exemple, lors de la dernière fenêtre FIFA, des joueurs de l'équipe de Belgique refusaient de venir avec leur équipe nationale pour se préserver, parce qu'il y a trop de matchs aujourd'hui, et il faut que la FIFA accepte de le comprendre et accepte de s'asseoir autour de la table réellement, c'est-à-dire qu'elle crée des commissions, mais des commissions qui ne servent strictement à rien. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une vraie prise de conscience et qu'on arrête d'ajouter. Alors, ce que nous disent et les spécialistes de la performance et les médecins, c'est qu'au-delà de 55 matchs par saison, il y a un vrai risque de blessure, il y a un vrai risque de cassure mentale, et puis il y a aussi un impact énorme sur le spectacle. Nous, ce qu'on ne comprend pas, c'est que par exemple que les supporters se mêlent pas de ce problème-là, parce qu'il y a on a vu quand même des compétitions avec des matchs indigents, parce que on peut pas demander plus à des joueurs. Au-delà d'un certain nombre de matchs, ok, ils vont les jouer, mais ils sont pas à 100%, ils sont à 40, 50%, et ce qu'ils donnent sur le terrain, c'est inintéressant au possible. Stéphane, concrètement, puisqu'on parle de la grève, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que nous, on connaît dans notre quotidien, qu'on peut être amené à faire dans notre travail, mais ça paraît tellement loin du monde des footballeurs aujourd'hui. Est-ce que concrètement, légalement, c'est quelque chose qui est possible pour eux? Oui, il y a déjà eu des précédents peut-être ou... En France, il y a déjà eu un précédent en 1972, en tous les cas, hein, quand il a fallu se battre parce que les dirigeants essayaient de remettre en cause le contrat à durée librement déterminée, hein, que l'UNFP avait obtenu en 1969. Donc en 72, il y a eu grève des footballeurs en France. Il y a eu des grèves ici ou là, dans d'autres pays, parce que le footballeur est un salarié comme un autre. Il a tout à fait le droit de grève. Oui, ça c'est important aussi de le rappeler. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre, Stéphane, au président de l'UEFA, Alexander Ceferin, qui dit en gros que les footballeurs, et même c'est le cas de beaucoup de critiques de la part des supporters notamment, qui disent que vu les sommes que touchent les footballeurs tous les mois, ils n'ont pas forcément à se plaindre du nombre de matchs qu'ils doivent jouer. Enfin, Alexander Ceferin a clairement dit ceux qui devraient vraiment se plaindre, ce sont les ouvriers dans les usines qui gagnent 1 000 € par mois.
Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? C'est de la démagogie totale. C'est complètement. C'est pas les footballeurs. Il y avait un président français qui s'appelait Louis Nicolin qui a dit que jamais un joueur n'est rentré dans son bureau avec un fusil pour lui réclamer un tel ou tel salaire. Donc ce sont des clubs qui donnent les salaires aux joueurs. Les joueurs, c'est aujourd'hui le football est une industrie. Hein, ça a été reconnu comme étant une industrie commerciale au cœur des années 70. Les joueurs gagnent beaucoup d'argent, effectivement, mais il y a 2% des footballeurs qui gagnent beaucoup d'argent, il y a 98% des footballeurs qui gagnent pas énormément d'argent, c'est-à-dire qu'il y a 2% des footballeurs qui gagnent plus de $600,000 par an. Vous voyez, c'est tout. On ne parle que d'eux. Là, on peut penser qu'en parlant des charges de travail, on ne parle que des top players, mais nous, ce qui nous inquiète aussi beaucoup, ce sont tous les autres joueurs, parce qu'on est en train de créer une profession à deux vitesses. Dans le même championnat, vous avez des joueurs qui peuvent jouer 70 matchs par saison et d'autres à peine 30 ou 35. Et ils font le même métier, ils sont dans le même championnat. Donc voilà, c'est pas une question d'argent. De toute façon, les footballeurs, l'argent, ils le gagnent déjà. Donc, et vous savez aujourd'hui qu'avec leur impact, leur renommée, il y a beaucoup de ces top players qui gagnent plus d'argent en dehors du football qu'ils en gagnent dans le football. Donc, c'est pas une question du tout d'argent, c'est vraiment une question de santé physique et mentale. N'importe quel travailleur il a besoin de souffler, de se reposer. Et en plus, la FIFA se moque des conventions collectives. Par exemple, en France, on a dans notre convention collective une obligation de 3 semaines de coupure entre 2 saisons sportives. Et là, avec cette Coupe du Monde des clubs, la FIFA marche dessus et se moque totalement de la Convention collective française, mais également de tout un tas d'autres conventions collectives européennes. Stéphane, moi j'avais une question parce que j'ai vu que la FIFPro, donc le syndicat des footballeurs, mais au niveau plus global, avait signé un accord récent avec l'UEFA pour être intégré justement aux futures discussions. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est un peu trop tard, que là on ouvre, en fait on invite à la table des négociations les footballeurs après avoir pris toutes les décisions en fait qu'il fallait pas, donc l'élargissement à la Coupe du Monde. Mais l'UEFA a fait quelques gestes la saison dernière, notamment au regard des arrêts de jeu, en limitant à 10 minutes au maximum les arrêts de jeu dans ces compétitions européennes. Elle a ouvert à 25 le nombre de joueurs pour l'Euro, alors que c'était 22 avant, pour justement favoriser une espèce de turnover à l'intérieur des sélections. Maintenant, effectivement, elle a rajouté, dans le même temps, des matchs dans sa Ligue des Champions. C'est la course, c'est-à-dire que pour contrer la volonté de quelques grands clubs d'organiser un championnat fermé, on multiplie les compétitions, et à l'arrivée, on arrive quasiment à la même chose, quoi. Et le problème là-dedans, c'est que on ne prend pas du tout compte de la vie des joueurs, de leur santé. Quand vous voyez des joueurs comme Varane qui disent qu'ils n'en peuvent plus parce qu'ils ne voient plus leur famille et qu'ils en ont tassé, qu'ils ont un besoin de couper, de se réunir, d'avoir une vie sociale, on se rend compte que ce que l'on demande aux joueurs, c'est beaucoup trop aujourd'hui, quoi. Et c'est pas une question d'argent, c'est qu'à un moment donné, vous avez vu le dernier Euro comme moi, les matchs, niveau du spectacle, on s'est pas emballé, clairement. Bon, merci beaucoup, merci Stéphane. J'aurais 2 questions à poser à Stéphane. Allez, vas-y, profitons parce que, en fait, t'es en retard, hein. Déjà parce que je suis en retard, mais bon. J'ai tellement de questions à poser. Alors, la première question, c'est la grève, elle pourra avoir une portée nationale, européenne ou mondiale, parce que vous l'avez évoqué, c'est au final, on a eu Koundé, on a eu Rodri, on a eu Upamecano. On l'a évoqué, ouais. Exactement, mais c'est des joueurs qui appartiennent à une super élite. Est-ce que c'est la réalité d'autres joueurs qui jouent 30 à 40 matchs ? Et la deuxième question, c'est à un moment donné, au moment de décerner les responsabilités, est-ce que les joueurs ils vont se retourner vers leurs employeurs ? Ouais, devant les clubs, la responsabilité des clubs aussi, ouais.
Oui, mais ce mouvement de grève peut prendre différents visages. Il peut par exemple être, on retarde les matchs de 10 à 15 minutes pour embêter la FIFA et son diffuseur. Mais le problème, c'est que ces compétitions-là rognent sur les championnats domestiques et l'intérêt que les sponsors, les diffuseurs auront demain pour les compétitions domestiques. C'est-à-dire que si vous avez des Real Bayern toutes les semaines, c'est sûr que les championnats domestiques vont en prendre un coup et les diffuseurs, eux aussi, vont aller vers ces compétitions-là plutôt que de continuer à aider les championnats domestiques. On l'a vu déjà en France cette saison, puisque le chiffre annoncé par la Ligue nationale dans sa recherche de diffuseurs était d'1 milliard et qu'à l'arrivée, ils ont signé pour 500 millions. Et voilà, ça va rogner là-dessus. Ça va rogner aussi sur l'intérêt que les joueurs ont pour leur sélection nationale. À un moment donné, comment voulez-vous qu'un joueur puisse choisir entre son employeur et son pays ? C'est super délicat de leur demander ça. C'est même impossible de demander à des joueurs de faire ce choix-là. Et ce choix-là, nous, on veut qu'il soit fait auparavant, lors de discussions réellement paritaires avec la FIFA, et pas simplement nous inviter à des commissions juste pour faire genre. C'est pas le but du jeu. Nous, on veut vraiment discuter. Et c'est pour cela que la FIFPro a refusé de participer à la commission dirigée par Arsène Wenger, parce qu'avant, on veut avoir des discussions politiques avec le président de la FIFA pour savoir si, effectivement, ce genre de commission va servir à quelque chose ou si c'est simplement pour nous faire plaisir et puis embobiner le tout et à l'arrivée que de toutes les façons, ce sera la FIFA qui décidera. Donc, pour l'instant, on attend. Ça n'a rien, on n'a rien contre M. Wenger, mais on lui a bien expliqué. Je pense qu'il a compris que d'abord, on va avoir des discussions politiques et de savoir si, dans ce genre de commission, notre voix pourra porter ou pas. On a bien posé les bases du débat grâce à vous, Stéphane. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans RMC Sport Club pour cet éclairage. Merci beaucoup. Messieurs, on pose bonne soirée, Stéphane. On a posé, c'est vrai, je sens qu'Elton, il est chaud. Mais c'est vrai qu'on s'est amusé finalement à calculer, si on est un joueur de Première Ligue internationale aujourd'hui, le nombre de matchs qu'on pourrait être amené à jouer si on joue toutes les compétitions et tous les matchs. Tout simplement, si on mixe compétition de club et équipe nationale, on se retrouve avec 80 matchs au maximum par saison. Alors c'est évidemment dans le cas où on va au bout de toutes les compétitions, ça n'arrivera peut-être jamais. Mais voilà, et comme le disait Stéphane, la FIFPro établit une moyenne de 55 matchs. Et déjà, quand on dispute plus de 55 matchs par saison, on se retrouve être dans une charge de travail excessive. Alors, je regardais le chat un petit peu, ça en fait sourire certains quand on parle excessive de vie sociale des joueurs qui sont mis entre parenthèses, mais on peut pas non plus trop fermer les yeux sur tout ça. Est-ce que vous, déjà, une grève dans le foot, est-ce que vous y croyez ? Est-ce que ça pourrait prendre, Elton, tu vois comment ? Pour moi, ça me paraît très compliqué parce que déjà, au niveau même des joueurs, ils ont du mal à s'entendre, notamment sur ce qu'il faut faire. Parce qu'il y a qu'à voir ce qu'a dit Kylian Mbappé hier. Lui, ça lui dérange pas, par exemple, de jouer 70 matchs. Le plus important, c'est la récupération. Alors que quand on entend Rodri, qu'on entend Koundé, eux, ils sont sur un discours un peu plus différent où ils parlent de l'accumulation des matchs. Donc déjà, il y a deux discours qui s'opposent. Et encore une fois, j'insiste là-dessus, la réalité que je viens d'évoquer, c'est la réalité au final d'une super élite. Parce que là, on est quand même sur une séquence, on est quand même sur une économie qui a été impactée notamment par le Covid et où il y a des disparités. Et par rapport à ça, il y a des joueurs qui sont dans un autre registre où eux, ils sont beaucoup plus partisans de jouer beaucoup plus de matchs. Je veux dire par là, la Coupe du Monde des clubs, c'est l'incarnation de ça. Aujourd'hui, pour un club européen, type PSG, type Real Madrid, ça peut être une compétition de plus au sortir d'une saison qui est très compliquée. Et par contre, pour les clubs, et c'est pour ça que j'insistais sur la portée mondiale, pour les clubs sud-américains, pour les clubs africains, la Coupe du Monde des clubs, mais c'est une récompense. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre en compte ces contextes et savoir que même au niveau des joueurs, je suis pas sûr qu'il y ait concertation et il y ait convergence au moment de se dire faut faire grève. Ouais, puis même au niveau des grands clubs européens, Loïc, Sacha, je sais pas, mais je me mets à la place d'un jeune joueur qui va débuter, je sais pas,
au hasard, à Manchester United par exemple. Au hasard, je passe le premier club qui m'est venu comme ça. Et qui se dit, j'ai 17 ans, j'arrive, mais moi j'ai envie de jouer tous les matchs en fait, j'ai pas envie de faire grève et de me dire que ma place elle va être prise par quelqu'un d'autre, tu vois. Donc tout le monde n'a pas forcément les mêmes attentes ou les mêmes ambitions quand ils arrivent aussi, tu vois. C'est sûr, mais bon, faut se Parce que là, Koundé, Rodri ou Upamecano, c'est des joueurs déjà expérimentés qui ont déjà joué beaucoup de matchs. Mais il faut aussi entendre leur voix, ces gens-là. C'est-à-dire qu'encore une fois, sur un effectif de 11, ils ont calculé que 8 des 11 joueurs totalisaient 50% du temps de jeu global de toute l'équipe. C'est-à-dire qu'en gros, tu as 8 mecs, ils sont inamovibles. Et c'est eux qui jouent tout le temps. Et avec la multiplication des compétitions, ils joueront encore plus. Et c'est normal, avec les risques qu'on connaît, notamment Rodri qui s'est fait les croiser, mais pas que. Donc, effectivement, le point de vue est différent selon le petit jeune de 17 ans qui voudrait jouer, qui voudrait être dans le turnover. Sauf qu'il n'y a pas de turnover. Et c'est peut-être là qu'il y aurait une solution. Ce serait peut-être d'imposer un espèce de nombre de matchs maximum par joueur. Par joueur autorisé. Tu vois, en fait, là, on débat, mais c'est vrai qu'en termes de solutions, quelles sont les solutions, sachant que la FIFA et l'UEFA, c'est bon, ils l'ont glissé. Elle est rentrée, la Coupe du Monde, donc c'est fini maintenant. Tu vas pas pouvoir revenir en arrière. T'évoquais, Flo, le PSG, tout ça, machin, quel intérêt. Elton évoquait l'intérêt sportif limité, oui, mais pour l'intérêt commercial, il est pas limité. Lui, au contraire, il est illimité, et c'est ce que veut faire Paris, aller chasser aux États-Unis, aller faire du marketing là-bas. Donc, est-ce que mettre un nombre de matchs limite par joueur, ça permettrait peut-être justement aux entraîneurs d'être obligés de faire du turnover, parce que si ils ne sont pas contraints de le faire, et encore une fois, le but c'est pas de leur jeter la pierre, mais ils vont pas le faire, parce que est-ce que toi tu t'affrontes Manchester United, je sais pas, un club au hasard, l'Inter par exemple en Champions, imagine il y a les deux clubs, tu voudras pas mettre les joueurs de ton académie, et je voudrais pas mettre les joueurs de ma Primavera, je voudrais mettre Barella, je veux Bastoni, je veux Lautaro, je veux Thuram, toi tu voudras aussi, je sais pas quel grand joueur t'as dans ton club, mais ça c'est pas beau, mais voilà, tu vois, voilà. C'est une des solutions que je verrais, parce que sinon c'est compliqué quand même comme cas de figure. C'est bien, ça fait comme dans Football Manager. Tu vois, dans Football Manager, tu as une jauge, tu sais quand tu dois préserver tes joueurs, tu sais quand tu dois être proche de se blesser. Mais tu sais quoi, c'est pas si bête que ça au final. Ah non, mais c'est vrai, mais c'est difficile de le voir sur un joueur, parce que lui, si tu lui dis tu veux jouer ou quoi, et tu vas le faire jouer à chaque fois, je suis plutôt d'accord avec toi. Moi, la question, sont-ils prisonniers ? 4000%. C'est à l'image de ce qu'est une entreprise, une industrie. C'est que de toute façon, tu dois toujours aller dans le plus. La stabilité, c'est pas satisfaisant. Ça s'appelle la stagnation industriellement. Donc, forcément, à tirer. Moi, je me dis juste, s'il y a de plus en plus de matchs, il y a forcément aussi peut-être des matchs qui sont moins importants et peut-être les exploiter vraiment pour faire tourner les effectifs, en fait, tu sais quoi, c'est là où je voulais aller sur ce terrain-là aussi, c'est de facto, c'est qu'il y a tellement de matchs aujourd'hui que forcément, mais même nous, pour les consommateurs, enfin, vous allez me dire ce que vous en pensez dans le chat, mais au bout d'un moment, tu as une espèce d'overdose de matchs de foot que tu en perds en fait l'importance de certains matchs, parce que tu te dis, de toute façon, un Real Bayern, il y en aura un autre dans 2 semaines, ou il y en aura, enfin, je dis Real Bayern comme une autre, parce qu'on en a évoqué tout à l'heure, mais je trouve qu'on perd un petit peu l'essence de, je sais pas si tu te rappelles, on va pas faire les vieux cons, mais voilà, non, mais voilà, la Ligue des Champions à notre époque, mais tu vois, mais ça, c'est on propre attendait. À la France ou c'est le cas partout? Parce que moi, Bah non, c'est puisque je te parle de la Ligue des Champions, je suis moins dans le foot que vous. Et moi, j'ai pas cette sensation d'overdose de foot. J'ai pas cette sensation. En fait, j'ai pas cette exigence. Honnêtement, si, quand même. On est sur une petite overdose de foot. Et quand vous me dites, ouais, mais le niveau, il est éclaté. Enfin, waouh. Genre, en fait, on parle d'un sport qui est tellement ancré dans nos mœurs qu'on est capable d'être exigeant envers ce sport. Mais la réalité du sport, c'est que tu regardes le sport et tu l'apprécies. C'est juste que t'as de l'historique, t'as énormément de passé avec le foot, t'as du romantisme. Mais la forme qu'a le foot aujourd'hui, elle est à l'image de comment il est traité économiquement. Si tu prends le fait que tu dois toujours faire mieux, tu dois chercher des perfs, des résultats, plus des stats, plus des trucs, plus... on leur demande un nombre de choses. Et en plus, tu dois être responsable, tu dois avoir une bonne image. Sacha, c'est la principale problématique. Aujourd'hui, les joueurs, ils sont au milieu de 2 éléments qui deviennent de plus en plus importants. L'hyper-compétitivité, à partir du moment où il y a des matchs tous les 3 jours et qu'il y aura toujours des réactions, que ce soit positives ou négatives par rapport à la performance, et l'aspect financier qui prend de plus en plus d'importance. Et on le voit, la Coupe du Monde des clubs, c'est l'incarnation de tout ça, parce que c'est Coupe du Monde des clubs où
aux États-Unis. Et là, dans la tête d'un propriétaire, d'un président de club, une Coupe du Monde des clubs aux États-Unis, ça veut dire ce que ça veut dire. Non, moi je suis d'accord. Il y a un truc par contre, tu vois, quand les gens disent ouais, mais ils peuvent pas ressentir ça aussi, il faut prendre la même chose. Tu vois, si demain on dit un trader claque parce qu'il a passé 80 heures derrière son écran et qu'il a rapporté 4 milliards à une entreprise et il est mort de surmenage, on dira ouais, c'est tragique, c'est un footballeur. On dira oh, mais il gagnait sa vie. Je pense qu'il y a ce statut-là, il est un petit peu difficile. Faut pas oublier qu'il y a encore plein de gens qui se font encore plus de thunes que les joueurs eux-mêmes, je pense, dans le football. C'est eux qu'on dénonce jamais, entre guillemets, mais je pense qu'ils essayent de le faire en parlant de ce que fait la FIFA, etc. C'est pour ça que la déclaration d'Alexander Čeferin qu'on a montré tout à l'heure est d'une hypocrisie mais absolue, parce qu'il vient taper sur les footballeurs et sur le salaire donc qui touche tous les mois pour justifier le fait qu'il n'ait pas à se plaindre, alors que derrière tout ça, c'est surtout la FIFA et l'UEFA qui s'en met plein les poches avec ces compétitions, et parce qu'on en a parlé, Loïc, tout à l'heure, mais l'argent lié à ces compétitions, les droits télé et tout, c'est pas dans la poche des joueurs que ça va retomber, a priori. Ça va ruisseler sur lui, sur Alexander Čeferin qui est juste là, et sur la FIFA, sur Gianni Infantino, etc. C'est sur eux principalement que ça va retomber. Donc c'est quand même d'une hypocrisie absolue de venir taper ensuite sur les joueurs et de dire que c'est à eux de faire plus d'efforts. Enfin, on parle de la Coupe du Monde des clubs qui sera aux États-Unis. On va parler de la prochaine Coupe du Monde aussi en 2026 qui, pareil, sera États-Unis, Mexique et Canada, qui sont quand même des pays. Alors certes, c'est à côté, mais géographiquement, c'est quand même des distances qui sont très grande, et on parle surtout de températures qui peuvent aller à plus de 46 degrés parfois dans les stades, parce que ça va se jouer pour cette fois-ci. Autant le Qatar, ils avaient eu la bonne idée de la mettre en fin d'automne, début novembre, début de Noël, début hiver, oh la vache, waouh, automne. Hiver, automne, novembre, hiver. 4 saisons pour Flora, s'il vous plaît. Il y a combien de saisons? Non, mais ils avaient eu cette idée au moins, à la limite, même si du coup ils avaient surchargé le calendrier pendant la saison. Là, ça va se jouer en plein été. Donc on parle de température dans des stades qui, pour le coup, seront pas climatisés. Il y a ça aussi, c'est qu'au-delà de ça, on parle de la santé aussi des joueurs, parce que c'est ce que Rodri a dit, et tu le disais, il a fait cette déclat, et 2 semaines après, il se pète, il se fait les croisés. Donc il y a un appel au secours quand même des joueurs aujourd'hui qu'on ne veut pas entendre, qui est terrifiant. Mais on ne veut pas entendre parce qu'on a tendance à les mythifier, à les déifier, les joueurs. Tu vois, c'est pas grave qu'ils apparaissent sur ton écran de télé 2 fois par semaine. C'est pas grave que, tu vois, quand ils font une contre-performance, t'es vénère, tu vas, attends, il joue mal et tout, machin. Mais en fait, tu te poses pas la question de savoir si le mec est fatigué, de savoir si ça va bien dans sa vie perso. Enfin, encore une fois, les footballeurs sont avant tout aussi des êtres humains. Et oui, je sais que c'est fou de dire ça, mais ce sont des êtres humains, et encore une fois, ils sont, c'est grâce à eux que tout ce petit monde tourne, et pourtant, c'est les moins bien rétribués. Alors encore une fois, il faut prendre un peu de recul. C'est sûr que pour nous, simples mortels, entre guillemets, quand on voit les sommes en jeu, on se dit, mais c'est incroyable, comment il peut se plaindre et tout. J'ai vu dans le chat tout à l'heure, oui, Varane, il a pas profité de sa famille. Bah non, frère, il a pas profité de sa famille, en fait. Et en fait, ils sont coincés, c'est un peu un étau. D'un côté, t'as l'employeur, qui en veut toujours plus, c'est ce que tu disais, Flo. Et aussi, d'un côté, tu as le devoir de représenter ta nation, parce que là, on parle évidemment de l'élite du foot mondial. Donc, en fait, tu es pris entre cet étau-là. Tu dois bien performer pour ton employeur, pour justement rentabiliser l'investissement qui a été mis sur toi, pour essayer de choper les primes, les trophées, tout ça, pour essayer de construire ta carrière. Et tu dois aussi répondre présent quand ton sélectionneur il t'appelle et qui dit il faut que tu fasses X milliers de kilomètres pour venir. Et encore, les Européens sont pas les moins bien lotis. Je crois que les Sud-Américains, eux, c'est une vraie tanasse pour eux, parce que voilà, c'est quasiment 24 heures de vol si tu comptes l'aller-retour pour un simple déplacement pour aller jouer Belize, le Venezuela ou je sais pas quoi. Donc c'est tu vois, ça aussi, la galère. C'est ce que tu évoquais, Elton, tout à l'heure, c'est que au-delà du nombre de matchs qui sont joués, parce qu'on dit, si on compare avec la NBA qui joue pour le coup chaque saison régulière 80 matchs minimum, etc., avec aussi des déplacements, mais à l'inverse, c'est que eux, l'été, en temps de récupération, ils ont quoi, 2 mois et demi, 3 mois à peu près. Même. Voilà, tu vois. Ça, ouais. Et en plus, c'est un très bon exemple la NBA, parce que c'est une ligue qui a connu une grève. Donc il y a eu je sais plus c'était en quelle année. C'est 2011-2012. Donc les joueurs ont fait grève, et ils ont créé un syndicat, etc. Parce que les mecs en NBA, ils ont compris que c'était eux qui faisaient tourner la NBA en fait. Et ils ont dit, si nous on bloque le truc, à un moment donné, ils vont arrêter de nous mettre des trucs qui nous satisfont pas sur les droits d'image, etc., etc. Donc tu vois, finalement,
les ligues fermées, c'est un peu du bon parfois. Et non, mais ça a permis. Ce sera l'objet d'un prochain débat. Non, mais ça a permis, en tout cas, à la NBA d'avoir un vrai syndicat. Et je pense que le pouvoir des joueurs maintenant, il est plus mis en avant. Et je trouve que le foot, c'est tellement éclaté en fait entre les différentes institutions, plus les ligues, plus les clubs, et les clubs qui ont un rôle un petit peu mythique en plus dans le foot. Ça fait que finalement, les joueurs n'ont aucune représentation. Je l'ai déjà évoqué, je vais répéter maintenant que tu en as parlé, c'est la responsabilité des clubs et des fédérations, parce que sur les 3 dernières compétitions qui se sont élargies, je fais référence à la Ligue des Champions, je fais référence à la Coupe du Monde des clubs et je fais référence à la Coupe du Monde, c'est parce qu'il y a une demande notamment des fédérations, il y a une demande des clubs. Je veux dire, la Ligue des Champions qui a été retapée, c'est parce que les clubs voulaient plus d'argent, parce qu'il y avait la Super League. De la même manière que la Coupe du Monde des clubs à 48, c'est parce qu'il y a certaines fédérations, notamment des fédérations africaines, qui s'estimaient lésées parce qu'il n'y avait que 5 billets. On leur a dit, ouais, ok, on peut avoir potentiellement 10 billets, mais par contre, il faut retaper la Coupe du Monde. Et c'est comme ça qu'on arrive à ce genre de compétition où il faut tout refaire et les joueurs sont les principales victimes. Mais c'est ça qui est fou, c'est de la responsabilité des clubs, elle est presque jamais engagés finalement. On a l'impression que c'est jamais eux qui sont mis sur le devant de la scène. C'est la faute des joueurs, c'est la faute de la FIFA et de l'UEFA, mais c'est vrai que derrière tout ça finalement c'est les clubs, l'argent qu'ils peuvent tirer aussi de leurs joueurs, hein, parce qu'on plaint les joueurs aujourd'hui, mais il faut penser aussi à l'employeur qui met aussi une pression monumentale sur, et c'est pour ça qu'on posait cette question, est-ce qu'ils sont prisonniers de leur sport et si parfois de leur club, parce que finalement ils sont salariés d'un club et on a l'impression qu'ils doivent forcément, si le club décide de faire une tournée en Asie très lointaine pendant 3 semaines, et il faut qu'ils y aillent, quitte à ce qu'ils passent du coup 3 semaines sans leurs enfants ou sans leur famille, etc. Je veux dire, c'est à quel moment le joueur est consulté aussi. Flora, on a un exemple concret. Bon, pour le coup, c'était pas un joueur, mais c'est un entraîneur, Carlo Ancelotti, qui l'année dernière, en fin de saison, donne une interview à la presse italienne. Il donne son avis notamment sur la Coupe du Monde des clubs, qu'il n'estime pas bonne, notamment pour ses joueurs dans un processus de récupération. Il a été obligé, entre guillemets, de démentir parce que le Real Madrid a déjà fait un communiqué en disant oui, c'était le mot était sorti du contexte, manière de dire quoi. T'es bien gentil, Carlo Ancelotti, mais là, on parle de la Coupe du Monde des clubs. On a vu le ticket d'entrée là qui a été présenté pour les clubs qui vont participer à la compétition. On parle d'une $20 millions. Donc ce n'est pas négligeable. Donc tout ça pour expliquer qu'il y a un rôle ambigu des clubs et des fédérations que j'estime qu'il faut mettre en avant. Et puis ils sont prisonniers de leur statut aussi. En fait, leur statut de footballeur et leur statut de star fait que, et tu vois bien certaines réactions dans le chat, ferme ta gueule et bosse quoi, en fait. Tu vois, c'est ça, t'es payé pour jouer au foot, donc t'es un privilégié, donc tais-toi. Tout le monde aimerait être à ta place, donc ce sont des travailleurs quand même. Donc là, je vais faire mon point levé, machin. Non, mais en fait, ce sont des travailleurs et comme disait Stéphane Saint-Raymond, ils ont des droits. Donc ils ont des droits. C'est pas parce qu'ils gagnent énormément d'argent. Sacha l'a rappelé, le gâteau, il est comme ça. Ils gagnent ça du gâteau. Tu vois, une petite part du gâteau, même si le gâteau par rapport à ce qu'il génère pour les clubs, à ce que ça brasse. C'est eux qui donnent la valeur du gâteau. Mais c'est ça, sans eux, il n'y a plus de gâteau, il n'y a plus rien. Les autres, ils mangent leurs mains. Donc, notamment sur un commentaire d'Azmat que déjà je salue, c'est un très beau prénom. Regardez la Coupe du Monde des clubs. Alors détrompe-toi parce que c'est ça le problème. Nous aussi, on est eurocentré. Il faut comprendre une chose, la Coupe du Monde des clubs, c'est parce que ça n'a jamais été une compétition importante pour nous clubs européens. Exactement. La Coupe du Monde des clubs, vous allez voir l'Espérance Tunis, vous allez voir Botafogo, vous allez voir un club asiatique. Je vous garantis que ça va être suivi. Et là, il y a eu l'effet d'annonce de DAZN qui fait que ça va être encore plus suivi. Ça va cartonner, c'est ça le pire. Et du coup, ce sera un argument supplémentaire pour les clubs, pour les fédés ou pour les diffuseurs de dire vous vous plaignez de quoi ? Regardez les revenus. Oui, sauf qu'encore une fois, le partage des revenus, il sera à l'avantage de qui ? Je vais donner un exemple tout con. On commence à prendre un peu de l'âge, on va pas dire nos âges respectifs, mais il y a 10-15 ans. Surtout pas celui de Flora. Parce que ça ne se fait pas. Non, mais je vais te donner un exemple. Il y a 10-15 ans, les matchs amicaux aux États-Unis, mais on n'en parlait pas. Ouais, c'est clair. Aujourd'hui, maintenant, c'est diffusé en prime time. De ouf, c'est vrai. Vrai. Parce qu'il y a une demande. Donc, moi, Azmat, il est bien gentil, mais à Coupe du Monde des clubs, je te garantis que ça va être suivi. Oui, ça va cartonner. C'est triste à dire, mais ça va cartonner. Et ça leur donnera raison. Donc, forcément, on participe aussi quelque part. Boycotter le foot. Ne regardez pas la Coupe du Monde des clubs. C'est dur en plus après. Débat très intéressant. On va accueillir Sou à nouveau pour les paris sur le foot. Du coup, j'imagine maintenant. Sur quoi on va parier avec toi, Sou, et avec notre partenaire Winamax. On vous rappelle le point d'exclamation Winamax dans le chat pour avoir toutes les offres. Alors, je suis dans le thème, je crois, j'ai même pas fait exprès, c'est ça le pire. J'ai mis du noir et du rouge.
Et on va partir sur un match du Milan AC. C'est pour faire plaisir à Loïc. Rassure-toi, moi aussi je suis pour l'Inter. C'est bon, alors vas-y. Non, après j'ai essayé de trouver la meilleure cote avec le max de probabilité. Donc défaite. Là, il joue contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Défaite quand même. C'est un match qui va se dérouler mercredi à 21h. Donc je pense qu'autour de moi, on est tous d'accord que Milan a priori, va sûrement gagner. La cote de l'Étoile Rouge, elle est belle. 9,50. C'est pas mal. Non, je vais partir sur une victoire du Milan AC. On va pas tenter le diable. C'est ça. Encore que j'ai vu l'Étoile Rouge, le dernier match de Ligue des Champions, ils en mettent 5. Ouais, ils ont gagné 5-1 contre Stuttgart. Ouais, c'est ça. Mais en vrai, franchement, c'est la deuxième plus mauvaise défense. 17 buts encaissés. Ouais, ça peut commencer à piquer. En 5 matchs, c'est compliqué. Bon, ils ont joué des gros clubs. Ils ont joué le Barça, ils ont joué l'Inter, et ils ont joué, je me rappelle, les habitués verront que j'adore jouer les buteurs en première mi-temps. Donc c'est des très très grosses cotes. Moi je vois Morata. Ah oui, merci. En ce moment, c'est l'homme en forme. Il a buteur vendredi, ses 4 derniers matchs avec le Milan, il a mis 4 buts en première mi-temps. Donc espérons qu'il ne soit pas blessé. C'est un peu le problème, quoi. Ouais, c'est ça. Donc première mi-temps Morata. Et comme on l'a évoqué, l'Étoile Rouge, défense passoire. Donc ça va ouvrir, le jeu va être ouvert plus de 2,5 buts. Pour moi, ça c'est une évidence. Ouais, c'est propre. Donc on arrive à une belle cote. Alors attendez, total de buts, si j'arrive à mettre la main dessus. Hop. Total de buts, plus de 2,5. On est à 4,50. C'est une très belle cote. On n'hypothèque pas la maison. Ouais, 10 € pour 45. Je pourrais essayer de se rapprocher du salaire des footballeurs. Exactement. Grâce à toi, Assou. Merci beaucoup. Merci à tout à l'heure. Fin d'émission pour les derniers paris du jour. Mais c'est le moment que vous attendez tous. Le top 5 de la soirée. C'est la petite tradition dans RMC Sport Club. On vous demande de concocter un petit top 5. Il y a des thématiques différentes toutes les semaines. D'ailleurs, dans le chat, si vous en avez à proposer, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas surtout à partager le vôtre avec nous aujourd'hui parce qu'il est très subjectif. Celui de ce soir, c'est vos plus belles émotions de sport. Donc un top 5 très ouvert, très éclectique. On va peut-être voir les préférences de chacun. Est-ce que tu es pour l'éclectisme? C'est qu'on est vraiment boomer. Ah non, si ceux-là, ils ont pas la rêve. Mais non, ils ont pas la rêve. Les inconnus. Quand même. Tu sais que les inconnus, si ça ressortait maintenant, ce serait politiquement bizarre. Je pense que... Il y aurait 2-3 coupes sur certaines. Clairement. Pardon, c'était un autre sujet, c'est pas du tout ce. Allez, Sacha fait le malin. Sacha va commencer. Sympa. Allez. Alors, ton petit top 5. Je m'en rappelle plus, donc je vais faire. Toutes les semaines, en fait. Comme toutes les semaines. Les finales NBA 2016, Étonnant. Game 7, LeBron James écrit l'histoire avec un contre exceptionnel, avec le shoot le plus clutch de l'histoire de la NBA, inscrit par Kyrie Irving. Ils vont gagner sur le parquet de l'équipe qui domine la NBA, donc les Warriors. Ils vont gagner chez eux. Cleveland, this is for you. Les mots de LeBron James, après avoir ramené un titre à sa ville natale, donc ça restera le mec qui a quitté son équipe parce qu'il gagnait pas, va prendre des titres avec Miami, revient dans sa ville pour ramener un titre en Game 7 en finale et en remontant un score qui était de 3 victoires à 1, c'est-à-dire qu'il y avait un seul match à gagner pour les Warriors à la base. Ils ont tout perdu jusqu'à ce que LeBron finisse couronné. Ça te fait plaisir, ça. Non, mais j'ai rien contre les Warriors, je les kiffe, mais ça franchement. Sent pas du tout. Non, c'est vrai. Non, c'est une équipe que j'adore. Mais t'as LeBron dans le cœur. Mais ce qu'a fait LeBron, c'est juste exceptionnel en fait. Et je l'ai vu en direct. Il devait être 5h et quelques du mat. Et franchement, c'est les émotions de ouf. Vraiment, c'était incroyable. À 5h du mat, t'as réussi à avoir des émotions? Ah, j'ai au moins fait. Ouais. Ça veut dire que si t'aimes bien les Warriors, t'étais quand même à fond pour LeBron et pour Cleveland. Pourquoi? Sinon tu l'aurais pas mis dans tes émotions. Non, mais c'est surtout que j'avais on faisait des pronos entre potes, j'ai dit je sais pas pourquoi, je sens que les Cavs ils vont le faire en match 7 et tu vois il y avait 3-1 et tout le monde a dit qui a raison à la fin. Ouais mon pote. Tu nous as mis du foot. Top 2 France-Argentine 2022 parce que déjà je l'ai vécu chez RMC Sport et le vivre avec toute une équipe qui est passionnée de foot c'est quelque chose. Donc j'ai vibré avec. Non mais alors moi j'ai pas trop d'émotions devant le sport, mais là pour le coup le foot m'a fait vibrer et en finale j'avoue que j'étais derrière Kylian comme si c'était mon fils. C'était un truc de ouf comment je criais, je me rappelle c'était derrière le canapé là-bas, je criais, je sautais et à la fin on a fait une libre antenne, j'avais plus de voix. Donc je pense que ça traduit un petit peu ce que j'ai vécu et le
le sentiment de le vivre en équipe, c'était quelque chose. Max Holloway contre Justin Gaethje, c'est du MMA, c'est le plus grand chaos de l'histoire de l'UFC. Hein, je débat pas avec vous, je m'en fous. On est à l'UFC 300, on a la ceinture du BMF et je le dirai jamais aussi bien que Flora, donc je vais. Baddest motherfucker. Ouais, voilà. Et en gros, à la dernière seconde du dernier round, Max Holloway qui domine outrageusement décide de tout remettre en jeu, d'aller au centre de la cage et de dire vas-y viens on s'envoie, et il lui met un KO à 4 minutes 59. Donc c'est juste exceptionnel. À une seconde de la fin, ouais. Et là tu vois 5h du mat encore ou 6 et quelques, je suis chez moi tout seul et je fais waouh. Ça met tout seul. Je peux te dire que nous on était en plateau à ce moment-là. Tu sais ce moment en plateau, il est 5h du mat et t'es là depuis 18h à la rédac, t'es genre comme ça et ça dure le combat et tout, et là d'un coup tu fais waouh. Et tu te lèves, on était comme des fous avec Alex Herbinet. C'était exceptionnel. Et pareil, j'ai eu cette course. Bon, après, l'histoire nous a appris que c'était un petit peu scénarisé et que malheureusement, on a dû travestir le sport un petit peu pour avoir ce finish exceptionnel. C'est cette dernière course entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Ah d'accord, je crois qu'on était encore sur le... mais la transition, Sacha. La transition. Ah pardon. Ah ouais, je pensais que c'était scénarisé entre Holloway et Gaethje. Ah non, pas du tout. Non, ce qui était scénarisé, c'était le scénario pour que Max Verstappen puisse avoir ce duel final avec Lewis Hamilton sur le dernier Grand Prix de la saison alors qu'ils sont à égalité de points. C'est l'ancien dominant, le GOAT peut-être de ce sport face à la relève qui arrive et une relève qui en plus est très épicée parce qu'il a la réputation d'être un pilote très très dur, Verstappen, de vraiment pas faire de cadeaux. On l'a encore vu ce week-end. Ouais, et franchement c'était un moment de ouf. Alors même si c'est scénarisé et tout, visuellement il se passe des trucs de fou, et gros big up en fait à ce qui m'a fait crier, c'est Sergio Pérez, Checo Pérez, qui est le coéquipier de Verstappen, qui en fait met Verstappen derrière lui pour lui donner beaucoup d'aspiration, va essayer d'embêter Lewis Hamilton, enfin le mec qui t'aide à gagner. Ça, c'est du bon coéquipier, c'est le bon numéro 2 qu'on aime ça. Hein. Ouais, vraiment, sacrifice de fou, lieutenant, vraiment chapeau monsieur, incroyable homme. Et j'ai mis qui en 5e ? La draft de Wemby. La draft de Wemby. Mais attends, numéro 1 de la draft NBA, Victor Wembanyama, qui a joué... Ouais, mais là, il y avait genre zéro suspense. Ouais, mais attends, il jouait à Levallois, dans un pays qui n'est pas de sport, dans un gymnase éclaté. Attention. Voilà, quoi. Pas de sport. Il y a un mec de Levallois, là. Hein mais pays de sport, évidemment. Quoi ? Bah oui. La France pays de sport. C'était il y a 15 jours le débat. Pardon. T'as pas voulu venir. Je suis encore plus en retard que Watt, laisse tomber. Non, mais parce que c'est historique, parce que c'est le tournant et parce que en fait c'est le début d'une continuité, puisque le pick 1 de draft l'année suivante c'est Zachary Rizaché, c'est encore un Français, donc c'est le début de la France qui montre qu'elle a un incroyable talent avec le basket et qu'elle est une nation unique dans ce sport qui est prête à conquérir le monde, voilà. Elle était travaillée cette phrase, rassure-moi. Non, c'est de l'impro. Venez avec moi, les cours tous les jeudis soirs, Centre Georges Gors. Je vous accueille vraiment avec beaucoup de plaisir. Bon, Elton, qu'est-ce que tu nous as mis dans ton top 5 toi ? Je vois placer plein de choses dans le chat, on va en reparler aussi dans quelques instants. Peut-être qu'il y a des choses que vous évoquez qu'on a mis dans un top 5. Alors moi, à la différence de Sacha, j'ai pas commencé par le dessert. Je vais commencer par l'entrée parce que lui, il commence par la première place. J'ai pas compris le concept. Bah ouais, mais on se fait spoil parce qu'on la voit ta première place. C'est vrai. Tu vois. Alors j'ai commencé par la 5e. C'est Björn Defrun. Alors les gens ils vont c'est quel sport, Elton ? alors là les gens ils vont dire mais c'est quoi ça ? Mais qu'est-ce qui nous fait parce que... Avant Martin Fourcade, il y avait un homme. Non mais il faut savoir un truc, j'ai plus jamais regardé le biathlon derrière. Mais il y a une histoire derrière. Il y a une histoire derrière tout simplement parce que c'est la plus grande joie que j'ai eue avec mon père en direct devant une télévision. Ah ouais ? C'est choupinou. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'on était devant la télé en février 2006 et Björn Dahlén à l'époque c'était l'assassin du côté du biathlon, et là il y a Defrun parce que je connais un peu le biathlon, c'était Raphaël Poiret qui a tiré la lumière dans le biathlon français, et là t'as Defrun qui fait sa course, qui est pas loin de déchausser à un moment donné et qui sur le sprint final gagne, et après avec mon père on se prend dans les bras parce que c'est un Français qui gagne, et derrière dans la foulée j'ai pris le jeu Torino 2006. Bon évidemment j'ai pas gagné les Jeux Olympiques mais c'était pour la petite histoire, mais sinon parce que je suis très porté sur les Jeux Olympiques, que ce soit été, hiver, un peu moins hiver, là c'est un peu plus compliqué, mais c'est une joie qui a été la plus grande dans un sport d'hiver. C'est fou ça. Exactement. Incroyable que tu sortes ça. Et je vois que derrière il y a encore des JO à venir. Ouais. Alors 4e, là encore c'est une anecdote, faut savoir que, alors je peux le dire maintenant, il y a prescription. Je n'ai pas regardé le 100 mètres du Usain Bolt en direct. Aïe. En vrai, j'en ai vu très peu. Alors, non, faut savoir un truc. Mais faut les savoir... gars de quoi ? Non. Alors, faut savoir. Faut savoir un truc. Mais tu vas aux toilettes, ça dure 10 secondes. Tu vas pisser après. Faut savoir un truc. L'été 2008, j'étais chez mon oncle à Aix-la-Chapelle et mon oncle il a voulu me sortir. On a visité le château, de Charlemagne.
c'est bien ça. Un petit cours d'histoire. Et en même temps, il y avait la finale de 100 mètres. En fait, comme il y avait décalage horaire, on n'était pas au courant. Et en fait, mais là, il faut choisir entre le château de Charlemagne et la finale du 100 mètres. Non, mais on savait pas. On arrive, en fait, on voit Usain Bolt, record. Et après, 3 jours plus tard... En plus, tu t'es fait spoil. Exactement. Non, mais terrible. Et 3 jours plus tard, il y a le 200 mètres. Et moi, c'est la première fois que je vois Bolt. Je fais, ah ouais, lui, il a tapé un record au final de 100 mètres. Et bon, on va voir ce qu'il va donner sur 200. Et là, j'ai compris 19,32. Merci, au revoir. Là, voilà, là, je l'ai vécu en direct. Et ça a été un grand moment parce que c'est ma première rencontre avec Usain Bolt qui va devenir un phénomène incroyable. En troisième, bon, on l'a vécu cet été, c'est Saiko Teddy Riner à l'issue du combat par équipe. Là, tu parles du par équipe, ouais. Ouais, entre la France et le Japon, parce que ça a été un combat qui était incroyable. Il y a eu des rebondissements. À un moment donné, c'est le même scénario que sur le basket avec les Cavs et les Warriors. Les Warriors, tous les jours, ils doivent gagner, mais ils ne gagnent pas. Là, le Japon était proche, mais tu as l'équipe de France qui finit par gagner avec Teddy Riner. Donc, ce tirage au sort incroyable. Là. Exactement. Donc, pour moi, c'est un moment d'anthologie et c'est pour ça que j'ai mis à 3e place, même si c'est tout récent. Bon, après, faut pas déconner, t'as quand même mis du foot aux 2 premières places, quoi. Ah oui, évidemment, on est obligé. Alors, Chelsea-Barça, pour une raison évidente, parce que pour les gens qui me suivent, évidemment, le Barça, j'en parle à peu près tous les jours. Et Chelsea-Barça 2009, c'est simple, Iniesta, il marque, j'ai perdu ma voix. J'ai perdu ma voix, c'est le seul tir cadré de la rencontre pour le Barça, c'est Andrés Iniesta. Et derrière, c'est ce qui annonce le Barça de Guardiola, qui va révolutionner la planète foot. Donc, c'est pour ça que je mets à la 2e place. Et à la première... Là, c'est France-Ukraine 2013. Pour moi, c'est mon plus grand moment avec l'équipe de France. Ah ouais ? Ce qui peut paraître fou. Tu sais que j'ai aucun souvenir de ça. Non, ce qui peut paraître fou parce que, à côté de ça, l'équipe de France, j'ai quand même vu remporter 2 Coupes du Monde, ce qui est quand même pas mal. L'Euro. Mais France-Ukraine, en fait, j'avais un rapport amour-haine avec l'équipe de France à cette époque. Bah, comme tout le monde, je pense, à cette époque-là. Ouais, c'était compliqué. Hein. C'est-à-dire que quand l'équipe de France gagnait 2 matchs de suite, on était déjà très contents. Et en fait, quand ils perdent 2-0 à Kiev face à l'Ukraine, je veux plus en entendre parler. Mais après, samedi, et à l'époque, le Stade de France n'était pas rempli. Tu pouvais encore prendre des billets. Et fait, ouais, mais ils sont quand même capables de le faire. Et là, petit à petit, c'est monté. Et j'arrive au stade. Ah, t'étais là-bas. Ouais, à l'échauffement, je n'ai plus de voix. Et puis l'ambiance était incroyable. L'ambiance est incroyable, la plus belle ambiance que j'ai connue. Et après, à la fin, le dénouement, 3-0, doublé, enfin, but de Mamadou Sakho parce que c'était aussi un CSC. Donc, tout ça pour dire que c'est ma plus grande émotion dans le football. Un France-Ukraine, comme quoi, un match de barrage peut être ta plus grande émotion. En même temps, quel scénario de fou. Loïc, est-ce que tu veux y avoir du foot dans le top 5 de Loïc ? Je ménage le suspense. Franchement, je ne sais pas. On tient le monomaniaque. Le monomaniaque de la rédac. Ah oui, non, moi j'ai pas de sport j'ai pas d'émotion avec les sports mineurs. Donc, autrement dit, si c'est pas foot, il y a pas d'émotion. Il y a pas d'émotion. Mais j'en ai une petite récente et je vais faire comme Elton, je vais commencer par l'entrée, par l'apéro on va dire, avec le Adesanya Strickland. Alors donc c'est du MMA, c'était à l'UFC, c'était en septembre 2023, donc c'était il y a pas si longtemps et ça tombe bien parce que ça fait pas si longtemps que ça que je m'intéresse au MMA et à l'UFC. Sport c'est majeur, du coup. Ouais, maintenant sport majeur. Bah oui, c'est le dernier droit qu'on a, donc forcément pour nous maintenant. En haut, t'as le MMA et après t'as le ping. Maintenant, je suis aussi fan des frères Lebrun. Et donc, en fait. Ce qui est marrant en MMA, c'est que tu as différents personnages. Tu as des personnages, alors il y en a que t'aimes adorer, d'autres que t'aimes détester. Et là, en gros, pour caricaturer, tu as Israël Adesanya qui est un des plus grands champions, un des plus stylés surtout. Il est beau à voir combattre, il est très dans les mangas, donc il a fait des entrées de fou à l'UFC. Bref, il a pas mal de classe et qui affrontait Sean Strickland, qui est un peu le fou du bus. C'est-à-dire le gars qui est dans le circuit depuis pas mal de temps, mais qui avait jamais trop percé. C'est-à-dire que c'est un gars, il s'était pas encore construit un personnage et là ces dernières années il y est bien arrivé mais sportivement il restait quand même on va dire loin des chances de titre. Et puis il y a eu un concours de circonstances, il a enchaîné quelques victoires, dont une contre notre Français Nassourdine Imavov. Et puis ils ont commencé à le considérer pour la ceinture. Et ils lui ont donné une chance pour la ceinture, ce qui paraissait complètement dingue, sachant que le gars, il est clivant de ouf, c'est un des plus grands trash-talkers de l'organisation. Ouais, il est un peu raciste, un peu homophobe, un peu sexiste, un peu misogyne, un peu tout, mais très marrant. Voilà, tout ce qu'on aime bien. Je parle sous ton contrôle, c'est Trevor dans GTA. Ceux qu'on joue à GTA 5, c'est Trevor. C'est le mec qui est complètement... C'est le fou du bus. C'est le fou du bus. Et ce gars-là, donc
il arrive face à un combat, donc pour un combat pour le titre face à Israël Adesanya, personne lui donne aucune chance de gagner, même lui, je sais même pas s'il y croit. Je crois que c'est en Australie, en plus il a le public contre lui. Enfin bref, il arrive et là il sort le combat de sa vie. Il le met pas KO, mais il le bat à la décision, mais il le surclasse clairement et il réalise un exploit qui est assez ouf. Et pour te dire, j'en ai même rêvé la nuit du combat parce que j'étais à un mariage. C'est pour te dire, hein. Je savais qu'il y avait cette UFC là, j'avais pas mal bossé en amont dessus, non mais de ouf. Et j'ai rêvé qu'il gagnait. Alors je sais pas comment, je pense que c'était un KO. Et le lendemain matin, je me réveille et je regarde le replay et là putain il gagne. Et je me suis dit. C'est ouf, hein. J'ai des pouvoirs. T'as pas vu les numéros du loto par hasard? Malheureusement, ça non. Non, j'ai pas vu. Donc ça, c'était pour faire sport mineur. Enfin voilà. Au moins, j'ai mis autre chose que du foot, ouais. Non, mais en fait, c'est vrai que mes plus belles émotions, c'est le foot. Hein. J'ai essayé de faire genre, tu vois, de penser à un truc de tennis, de basket, de tout. Non, en fait, y a rien. Mais t'as le droit, hein, chacun son. Là, Rennes Guingamp, pourquoi? Parce que je suis d'origine bretonne. Ah oui, d'accord. Ok, quand même. Mon bled, il est à côté de Guingamp et effectivement, donc voir Guingamp déjà à ce niveau-là, c'est assez exceptionnel. Et donc là, on est en 2009, c'est la première parce qu'il y en aura une autre quelques années plus tard qui sera de nouveau gagnée par Guingamp. Mais là, non seulement Guingamp n'est absolument pas favori puisqu'ils sont en deuxième division. Rennes l'est complètement. Les deux équipes s'affrontent au Stade de France, grosse communauté bretonne à Paris, forcément le stade est plein, rouge et noir. Il y a même l'équipe qui a fait sa une en breton, en langue bretonne. C'est assez incroyable, donc une ambiance de malade, tu vois. Avec Elton parlait du France-Ukraine, effectivement au Stade de France, j'ai connu deux ambiances qui m'ont marqué de ouf, le France-Ukraine et celui-là, et celle-là. Bon après j'étais impliqué émotionnellement aussi. Et puis c'est un match qui démarre mal pour Guingamp. Ils prennent ça veut dire quoi la une du coup là? Je sais pas. C'est l'équipe, forcément. Mais je ne sais pas. Je ne parle pas. On est sur le breton, on est limite. Ok. Et après, donc, Guingamp va réussir à revenir avec une grosse perte de notre ancien consultant Philippe Sade. Et c'est l'un des plus beaux souvenirs de foot, puisque forcément, en tant que breton, en plus, quand c'est le petit pousset, on parlait de la France des losers. Rennes illustre bien quand même ce côté. Je suis un sacré loser. Donc c'est ça qui m'a fait kiffer. En parlant de loser, l'Inter en 2010, moi, l'Inter, je les suis depuis les années 90. À l'époque, c'est vraiment pas leur décennie. C'est vraiment pas le club à suivre en Italie. C'est l'AC Milan, c'est la Juve. L'Inter, c'est vraiment Inter. C'est synonyme de loser. Et bizarrement, il va y avoir plusieurs. En plus, tu sais, des phénomènes qui vont arriver. Le Calciopoli qui va permettre de dégager la Juve. Donc, tu sais, de faire un peu de place pour qu'il y ait une équipe qui ressorte du lot. C'est soit l'Inter, soit la Roma. Bon, c'est l'Inter, coup de bol. Mais en cette année 2010, ils ont un monsieur qui s'appelle José Mourinho, que tu connais bien, Flora, qui est à leur tête, qui va réussir un tour de force de faire d'une bonne équipe, une top équipe. Ouais. Et 2010, donc effectivement, c'est le triplé historique avec comme cerise sur le gâteau cette victoire en Champions League face au Bayern, sachant qu'ils avaient déjà lavé le Barcelone de Monsieur Mokolo au préalable, ils avaient lavé le Chelsea de Didier Drogba. Faut parler du volcan qui auparavant et je suis à l'époque, je suis en Afrique du Sud parce que c'est en 2010, donc juste avant la Coupe du Monde, et je bosse à Naïsna pour l'office de tourisme de Naïsna, et je suis tout seul. Il place ça normal. Non, mais en fait, c'est que je suis tout seul. Et comme il n'y avait pas encore, tu sais, en 2010, il n'y avait pas tous les réseaux, tout ça. Donc j'ai vu ça tout seul dans un appart et j'ai fini en chialant quand même. Waouh. J'ai fini en chialant en voyant les images de Zanetti qui soulève la compétition. Mais ouais, je pensais pas que. Il y a des cœurs pour Milito dans le chat. C'est ma plus grosse émotion foot, et je l'ai vécu seul comme une merde tout seul dans mon appart. Ce qui ne va plus mal au final. Ah, je sais pas, c'est bizarre quand même de t'enjailler sur un match de foot où t'es vraiment tout seul. Mon coloc était pas là, j'étais vraiment solo. Mais bon, bref, c'est pas grave, ils l'ont fait. Et puis après, bon, là, je vais être classique, hein, mais France-Italie 2000. Je l'aurais mis d'ailleurs en premier parce que pour moi, c'est plus fort que 98. Mais France-Italie 2000, ouais, tellement d'émotions que quand on approche du coup de sifflet final, j'ose pas regarder la fin. En fait, je vais dans ma chambre, je commence à tout casser, machin, je balance des trucs, je suis vénère, et là j'entends dans le salon de chez WAM, comme ça des cris de ouf. C'était mon père jusqu'à la fin. Mon père, mon frère, ma mère et tout. Donc je commence à courir comme un dératé. Je reviens dans le salon, ils sont en train de sauter sur le canapé. Je comprends pas, ma daronne qui saute sur le canapé. Alors que toute notre enfance c'était tu es descendu le canapé. Et là truc de ouf, et donc j'ai rien vu. J'ai jamais vu le but de Wilton en live et tout.
Donc forcément, j'explose de joie, je sais pas trop pourquoi. Ils remontent les ralentis de ouf. Et là, je dis, ils vont gagner. Ils vont gagner. Je dis à mon daron, c'est sûr, ils vont gagner. Derrière, bam, Trezeguet qui marque. Donc grosse émotion. Et puis France-Brésil, bah ouais, la première. Parce que là, c'est complètement irrationnel en fait. Là, pareil, on est en famille, c'est en 98 et tu te dis à chaque match, tu fais. L'Italie, t'es là, tu fais. Ça passe de justesse. Alors, déjà, le Paraguay, t'es là, tu fais. Italie, tu fais. Oh. Et alors, après, Croatie, tu t'es fait dessus, quand même, une fois déjà. Et là, t'arrives face au Brésil, tu t'attends à un match ultra difficile. Et en fait, c'est limite le match le plus facile de la phase à élimination directe, avec le 1 et 2 et 3-0, tout le monde qui part, les voitures qui klaxonnent dans toute la rue, enfin bref, une ambiance de malade jusqu'à pas d'heure. Et puis ouais, le début, pour moi, ça a été le début en fait du moment où je me suis dit, tiens, je veux taffer dans ce domaine-là, quoi. Je veux faire du foot. Mais comme j'étais pas très bon, je vais faire du journalisme alors dans ce cas-là. C'est pas plus mal. J'ai une anecdote, j'ai vu ni France-Brésil, ni France-Italie. Voilà. Tiens donc. Waouh. Je sais pas si on doit en rire ou en pleurer. C'est ça. Ni l'un ni l'autre. Oh là. Il y a Samantha Zwek qui vient de crier, t'es pas sérieux. Je peux te résumer ce que j'ai vu de France-Brésil. Et j'étais en train de jouer à Super Nintendo. J'ai descendu l'escalier, je fais 2-0 pour la France, je suis remonté. T'avais quel âge? J'avais 7 ans. Ah voilà, c'est encore un peu jeune peut-être pour s'enjailler sur... France-Italie, j'ai vu 0 secondes. Je savais même pas que ça existait, l'Euro. Ah oui. T'es sur une autre planète. Je viens pas d'une famille de sport, mais je vous aime quand même, la famille. Et toi, Flo, allez, vas-y. Ouais, je voulais pas que tu me lances sur le France 98, donc c'est très bien, ne me lance pas sur le France. Si, alors toi, tu étais pour le Brésil, paraît-il, Flora? J'ai ouï dire, il y a des bruits dans la rédac qui ont circulé comme quoi tu étais pour le Brésil. J'étais en Comment ça, j'ai quel âge? J'ai pas dit ça. On a dit, on demande pas. J'ai pas dit t'as quel âge? 13 ans, c'est bon, allez. J'étais en colonie de vacances pour le France-Brésil, figure-toi, et qu'il y avait une ambiance très brésilienne chez moi, mais non pas pourquoi. Pour de mousse. Si, c'est parce que voilà. La vraie histoire, c'est que ma mère est ultra fan de Formule 1 et était fan d'Ayrton Senna, mais comme jamais. Il y avait des posters chez moi, les gars, d'Ayrton Senna quand même. Et pas dans ta chambre. Dans la chambre de ta mère. Ouais. C'est dingue. Non, mais elle était membre du fan club officiel et tout. C'était vraiment un délire. Donc moi, c'était Brésil à fond chez moi. Donc moi, j'ai 8 ans, j'ai jamais regardé de foot de ma vie. Je suis en colonie de vacances, on regarde le match avec ma sœur et je sais pas combien de personnes. Et on est 2 pauvres connes à être pour le Brésil là au milieu de tout. Et en plus, on est là, on est dégoûtés parce que ça se passe pas du tout. Mauvais moment. C'est la meilleure équipe du monde. A posteriori, tu te dis, mais j'ai l'impression que j'ai raté un moment, tu vois. J'ai l'impression que je suis passée à côté de quelque chose. dans le mauvais camp de l'histoire, tu vois ce que je veux dire. Bref, voilà, ce sont des choses qui arrivent. Alors, mon top 5 à moi, les amis, qui est très éclectique finalement. Voilà, j'ai mis. Alors, c'est fou pour moi de mettre du rugby parce que c'est vraiment pas le sport que je suis le plus. Mais j'aime bien regarder les compétitions internationales et ce moment-là. Alors, plus pour ce moment d'ailleurs que pour le match en soi qu'on a fini par perdre malheureusement cette finale en 2011, c'est ce moment très solennel toujours du haka, tu vois, qui est très impressionnant, etc. Et puis à ce moment-là, il y a l'équipe de France qui est emmenée par le capitaine Thierry Dussautoir. Et ils font un V de la victoire en fait en face du haka avec Thierry Dussautoir en pointe, mais tu sais qui est tellement digne, tu sais, qui a le torse bombé, qui est là comme ça, et toi t'es là devant ta télé, tu fais ouais vas-y moi aussi je suis avec vous, tu sais. Puis tu sais ils finissent par avancer après, à cette époque-là ils avaient plus le droit de dépasser la ligne parce que justement en 2007 Chabal en tête avait été venu mais quasiment tête contre tête. Voilà exactement, et depuis ils avaient donc interdit aux joueurs de dépasser la ligne médiane, etc. Et si tu regardes l'image, vous pouvez le trouver sur YouTube facilement, ils dépassent à nouveau cette ligne parce que les joueurs ils sont tellement à fond qu'ils ont envie d'y aller en fait finalement. Et ce moment qui était mais fou, alors que tu te dis c'est la finale quand même de la Coupe du Monde à ce moment-là et tout, et franchement ça m'a laissé des émotions de dingue où je me suis dit mais c'est bien le rugby en fait. Ouais, c'est vrai. On a gagné ou on a perdu? On a perdu. Ah bah. Oui, écoute, 8-7. Voilà. Avec Jouvert. Horrible comme finale en plus parce que tu dois la gagner 100 fois. Enfin, bref. Après, on aime bien les victoires à la française. Je voyais tout à l'heure, il y a des gens dans le chat qui parlaient de Thibaut Pinot. On aurait pu mettre Thibaut Pinot, c'est vrai, avec ce dernier virage fou et tous les supporters. Moi, j'ai mis Thomas Voeckler parce qu'il m'a fait vivre des sensations complètement folles sur le Tour de France à ce moment-là, et notamment sur cette étape, la 18e étape, on est en 2011. Il est maillot jaune, il sait que finalement il va finir par le perdre à un moment parce que t'as trop de concurrence, t'as Andy Schleck, etc., et que ça va devenir très compliqué pour lui, mais il se bat, et j'ai souvenir de lui, tu sais, qui est sur le vélo, il y a de la morve, il y a de la bave, il y a toutes ces, tu vois, genre il n'y a plus rien qui va, il pédale, tu sais même pas comment, tellement le mec il est mort, mais il s'arrache pour garder son maillot jaune pour 15 secondes à ce moment-là, et moi j'étais devant ma télé, je me dis mais
mais je te kiffe, mon gars. Thomas. Mais je te kiffe, mais de fou, parce que un Français qui porte le maillot jaune, déjà, c'est incroyable. Tu vois, tu as cette sensation-là et de voir qu'il se bat alors qu'il sait c'est juste de le garder un jour de plus. Tu vois, ça va rien changer dans ta vie, mais il se bat de dingue pour le garder. Et moi, ça m'avait vraiment fait. T'as un truc avec les maillots jaunes quand même, le Brésil, Thomas Voeckler. Je sais pas. Alors, j'ai plus rien à faire avec le Brésil. Hein. Je préfère rétablir les choses. Je n'ai plus aucun. Voilà. La désolidarisation, elle est violente. Alors, j'ai arrêté. Je tiens à le dire. J'ai fait une cure. J'ai pris mon indépendance par rapport à ma mère. Tu vois, il y a pas de problème. En troisième, j'ai mis, alors c'est ce moment d'athlétisme, j'aurais pu mettre Usain Bolt, tu vois, pourquoi pas, mais moi j'ai vécu on est dans les championnats d'Europe, je crois que c'est en 2014, ouais voilà, c'est ça. Zurich. Ouais, exactement. C'est alors peut-être Exactement. Ah, okay. C'est quand même le 4x400 qui est l'une des courses les plus chiantes parce que c'est interminable. Ouais, c'est quand même interminable, le 4x400. Surtout quand la France se retrouve larguée, mais vraiment au moment du dernier relais où elle est quatrième et genre au fin fond du peloton, t'as les 3 qui sont devant, elle est très très loin. Et t'as ce commentaire complètement fou. Je vous invite encore une fois, si vous l'avez jamais vu, à aller sur YouTube de notre ami Patrick Montel, qui dit c'est sûr, là elle reviendra plus, la Française c'est mort. Puis tu vois, elle grappille un petit peu, tu vois quand même, et t'as Diagana à côté qui lui dit Patrick, c'est pas sûr. Il dit non mais là on revient pas, et tout. Et puis finalement elle revient, il fait alors peut-être. Et c'est à ce moment, et tu la vois revenir, et elle revient, et non seulement elle grappille les places une par une, et elle finit par gagner en cassant sur la ligne. Et ce qui est fou, c'est cette image d'elle à l'arrivée où tu la vois, tu déchiffres sur ses lèvres, où elle dit mais on a gagné. Même elle, tu vois, elle le sait pas. Et je me suis dit, c'est fou. Et puis, je sais pas si c'est Sacha qui m'a dit ça ou qui. Oui, Floria, c'est un prénom qui est proche de Flora. C'est vrai, peut-être que ça m'a, tu vois, ému. En deuxième, j'étais obligée de mettre du foot et j'étais obligée de mettre Manchester United. J'ai vu passer la finale de 99 dans le chat. Ça aurait pu, effectivement, ce Bayern Manchester United en 99, mais ça aurait été mentir parce que je l'ai pas vécu devant la télé. Et donc, ça m'a pas. A posteriori, c'est des émotions de dingue. Mais la finale de 2008, je l'ai vécue vraiment sur mon canapé avec toute ma famille, parce que du coup, après le Brésil, on était convertis à Manchester United. On est passé d'un autre truc. C'est normal. Et en fait, ce match est chiant à mourir en soi. Il est très très chiant. Tu tapes une prolongation en plus. C'est à Moscou, sous la pluie. Enfin, franchement, c'est horrible. Tu finis par arriver dans la prolongation et après tir au but. Et puis t'as Cristiano Ronaldo qui est juste le meilleur joueur de United à ce moment-là et même du monde, qui rate son péno. Et là, je me dis, pour moi, c'est la catastrophe, tu vois. Genre, tout s'effondre, tu vois. Je me dis, c'est bon, on va perdre comme des merdes au tir au but et tout. Horrible. Et puis, tu sais, t'as ce tir au but décisif de John Terry, là, qui se chie dessus. Ouais, qui glisse. Mais royal. Et là, je me suis fait, alors peut-être. Tu vois, je me suis dit, mais merde. T'as un regain, tu vois. T'as Giggs qui marque le sien derrière et tout. Et Anelka qui finit par rater le dernier péno. Que Van der Sar arrête, je préfère le dire comme ça. Mais il y va d'une manière tellement nonchalante. Tu te demandes s'il n'y a pas un souci derrière, tu vois, quand il s'élance, t'as l'impression que c'est il a pas trop envie d'y aller, ouais, c'est un peu bizarre. Mais bon, sur le coup, je me suis dit, c'est fou, t'as Ronaldo qui s'effondre en pleurs au milieu du terrain parce qu'il remporte sa première Ligue des Champions, il savait pas qu'il allait en remporter plein d'autres derrière. Mais c'est l'un de mes moments les plus forts de sport devant la télévision et de partage aussi avec ma famille à ce moment-là. Et puis il fallait que je termine par les JO parce que j'aime beaucoup moi les sensations des JO, et quand on m'a demandé les plus belles émotions du sport, instinctivement c'est cette course-là qui m'est revenue. On est en finale des Jeux Olympiques de Londres en 2012, le 4x100 en nage libre, qui est peut-être l'une des courses phares. Généralement, je crois qu'on termine par les relais d'ailleurs en attention, tellement c'est fou. Et c'est quand même face aux États-Unis de Michael Phelps, de Nathan Adrian, de Ryan Lochte, t'as quand même des mecs de fou. Et t'as ce dernier relais. Je vais d'abord rappeler la composition du relais parce que c'était pas écrit quand même sur le papier que t'allais gagner. Il y avait Amaury Levaux, Fabien Gillot, Clément Lefebvre et Yannick Agnel à ce moment-là, qui est quand même plus un spécialiste du 200 que du 100 mètres. Et Yannick Agnel fait un dernier 50 mètres, mais de l'espace. Mais je te jure, où tu te dis, mais il bouffe, c'est Ryan Lochte, je crois, le dernier relayeur américain, et il finit par passer devant. Tu passes devant les Américains. Tu vois ce que je veux dire, c'est que non seulement t'es champion olympique, mais t'es champion olympique devant les Américains et les Australiens, je crois, si je dis pas de bêtises. Et c'était un moment, mais juste complètement fou, où tu te dis, mais tu vois, on peut le faire en fait. Tu vois, c'est ce truc de complexe d'infériorité. Tu vois, tu dis face, il y a les Américains, on va pas gagner et tout. Et si, ils l'ont fait ce jour-là. Et franchement, j'étais comme une folle à crier devant ma télé. C'était. Donc la conclusion, c'est la France n'est pas un pays loser. Voilà. Déjà, pour contre les États-Unis, on a quand même un bon CV on aime bien les embêter. C'est vrai. Ouais, mais on gagne pas toujours. C'est pour ça que je voulais rappeler, tu vois, que ça nous arrive quand même de gagner. C'est fou comme on a chacun mis des choses complètement différentes, en fait.
Moi, je t'ai dit, mis à part le foot. C'est quoi votre plus gros moment d'émotion depuis que vous travaillez dans le sport? Waouh. Moi je vous le dis, c'est le KO de Wilson Varela au KSW. J'ai eu l'impression que c'était mon frère ou quoi qui mettait un KO, c'était une dinguerie, j'ai perdu ma voix carrément. C'était incroyable. Franchement c'est dur là, comme ça tu nous prends un petit peu de cours, Sacha, alors qu'on est à la fin de l'émission. Ok, pardon. La prochaine fois tu préviens. Non mais ça veut dire on a été impliqué plus ou moins directement. Ouais, bah ouais, j'étais à côté en fait, c'était un combattant qu'on suivait sur Twitch qui se retrouve un petit peu en train dans son ascension dans le truc. Et là, on voit 10 secondes, un seul. Après, pour les footeux, ça reste la victoire en Coupe du Monde. 2018, cette fois-ci. Ouais, c'est ça, 2018. Probablement. Parce que là, pour le coup, c'est les émissions derrière, c'est France-Croatie, t'arrives pas à faire l'émission, en fait. Je capte. C'est quoi, je vais rester avec les JO, moi. Ouais. Non, mais on était au Club France, on était au Club France pour les JO de Paris 2024 et d'avoir vécu, t'en as parlé toi, de la finale par équipe en judo. C'était un moment complètement fou. On a tellement sauté que je me suis tourné la cheville à ce moment-là. J'ai voté pendant 3 jours derrière. Voilà, donc c'était vraiment des émotions folles. C'est bon, Sacha, ou tu veux encore relancer une question Tu veux parler breakdance puisqu'on parle des JO là, non Non, je garderai mes avis pour moi la prochaine fois, c'est pas grave. Allez, on va accueillir Sou pour conclure cette émission, les derniers paris de la soirée. Sur quoi tu vas parier d'ailleurs, Sou? On a fait du foot, on a fait du hand, on va terminer par quoi? On va terminer sur du basket. C'est pour Sacha. Enfin un sport. Ils s'énervent tous. C'est l'Euroleague. Chaque semaine. Ok, d'accord. Je vais parler du club hype du moment. Paris. Ah bah oui. Oui, Paris Basketball. Paris, hier, pour ceux qui suivent le basket, ils ont fait une remontada. L'affiche de Betclic Elite, 19 points de retard. Ils arrivent à remonter, ils gagnent aux prolongations. Incroyable. Voilà. D'habitude, c'est l'inverse qui subissent la remontada. Ouais, c'est ça. Donc là, je vais parler d'un match qui va avoir lieu vendredi à 21h. Donc, affiche entre Lasvel et, et Paris, donc franco-français. À savoir que Paris vient de battre le record de victoires en Euroleague. 11 10. Et là, ils sont sur 11. Ouais, là, ils sont sur 11. Ouais. Donc là, s'ils battent Lasvel, donc qui sont premiers Paris, et Lasvel est 15e sur 18, je vais partir sur Paris à 1,58. Voilà. Je pense que j'ai pas besoin d'argumenter plus que ça. Ils viennent de sortir des enfers. Voilà, Monaco, c'est leur plus gros rival. Là, c'était la revanche de la finale de l'année dernière. Exactement, ouais. Ils marchent sur l'eau, ça. C'est ça. Franchement, c'est abusé. J'ai regardé le match hier, mais incroyable. Intouchable. Intouchable, les Paris Basketball, c'est ouf. Donc, 1,58. Voilà. Raisonnable. Merci beaucoup, Sou. Je veux remercier tout le monde, les gars. Merci de m'avoir accompagné ce soir pour ma première dans le RMC Sport Club. C'était un plaisir d'être avec vous. On a pensé quoi, Flora, du coup? On est bien quand même dans ce canapé. Je vais peut-être dire à Lemuel, qui était un date ce soir, Lemuel, qu'on embrasse. D'ailleurs. La poucave de En plus, c'est pas un date, c'est l'anniversaire de sa meuf. Voilà. Zéro date. Ah, bah ça va là. Mais je crois qu'il a mis les petits plats dans les grands ce soir. Il vous racontera lundi prochain. 19h donc pour le retour d'RMC Sport Club. On va donner les autres rendez-vous. Mercredi, 13h, RMC Mercato. Non, jeudi, 13h. Aïe. Poker Challenge demain, 19h. C'est toujours le jeudi, Pour l'instant, oui, c'est toujours le jeudi. Ça va peut-être changer, mais pour l'instant... RMC Poker Challenge demain, 19h, non? Oui, exactement. Le Fighter Club Sunday, dimanche, 22h30. Ouais. C'est ça. C'est tard. Oui, c'est tard, mais en même temps, les gens qui kiffent le MMA sont des couches tard. Et moi, je retrouve en fin de semaine pour un nouvel épisode de Dans la sauce. Suspense, Cage dans la sauce. Effectivement. Elton, merci beaucoup. Ça a été un plaisir. À très vite dans le RMC Sport Club et puis restez bien à l'heure cette fois-ci. On espère. C'est mieux. Je vais pas te cacher. Tant que t'arrives, c'est bien quand même déjà. Allez, merci à tous les gars. Merci au chat d'avoir été avec nous ce soir et à la prochaine. Très vite. Ciao.